Voilà, tout le monde m'entend? Alors, bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps, c'est aussi le printemps des sciences. Voilà, on ouvre le bal avec cette magnifique conférence qui nous attend. En fait, on est très contents. L'année passée, quand on a réfléchi aux conférences de cette année, avec l'ami Xavier Simon, on s'était dit on va faire un article sur les animaux. Donc, on a une conférence sur les loups, les rotifères, et il y a des choses qui se préparent sur les cétacés. Et puis, on s'est dit on aimerait bien parler aussi des animaux autrement, montrer que aujourd'hui, il y a une évolution dans la façon de vulgariser. Il n'y a plus que les scientifiques attitrés qui peuvent faire ça bien. Et on a des youtubeurs qui font des choses de très très haute qualité. Et donc on a voulu mettre en lumière notre ami Sébastien Moreau, qui nous vient de Lyon, expressément pour cette soirée et pour les 4 jours. En fait, pour demain et après-demain, il va causer aux élèves du secondaire. Et après-demain, il sera au Sparco pour notre festival scientifique. Donc voilà, il est à Mons pour quelques jours. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Sébastien, il va se présenter lui-même, mais comme je le disais, il n'est pas scientifique de formation, mais il collabore beaucoup avec eux. Il a reçu un prix l'année passée de la Société française d'éducation comportement, comment tu appelles ça? C'est la SPIC, la Société française pour l'étude du comportement animal. Animal, voilà. Et donc il a une chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'oiseau. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, il en a quelques-uns ici si ça intéresse quelqu'un. Et donc je lui laisse la parole. Voilà, bienvenue à Mons, tu es ici chez toi. Bonne soirée à toutes et à tous, merci. Déjà, merci aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir fait venir, puis à vous tous d'être là. C'est ma première fois en Belgique, alors. Donc oui, pour aller un tout petit peu plus loin, donc effectivement, je fais, donc dans le cadre de mon travail, moi je suis professionnel mais hors du milieu de la recherche. À la base, je n'ai pas de formation dans le monde de la recherche. Mais il s'avère qu'à force de faire des conférences et des sujets comme ça, je me suis mis à faire pas mal de grosses synthèses qui maintenant intéressent des labos de plus en plus. Donc aujourd'hui, je suis passé de quelqu'un qui faisait pas mal de chaînes YouTube et de conférences et des bandes dessinées, avec quelqu'un qui fait du conseil scientifique, voire pas très longtemps, j'ai formé un bureau d'études sur de la recherche documentaire, alors que c'est des doctorants. Le monde est étrange. Donc ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est certains travaux qui ont été faits autour des animaux de la ferme. Donc on va focaliser sur les cochons, les poules, les moutons, les chèvres et les vaches. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai fait ce travail de recherche pour écrire un livre qui s'appelle « Les cerveaux de la ferme ». Et en fait, l'éditeur m'a dit « Sébastien, tu te calmes, il y a beaucoup trop de trucs ». Donc c'est un ouvrage qui a à la base 455 publications scientifiques dedans. Je ne vous les ai pas toutes mises ce soir pour une question il faut que je reste que 4 jours en fait. Donc on va voir quelques cas intéressants. Donc voilà comment ça va s'organiser. Dans un premier temps, avoir un œil de poule, on va parler un petit peu de certaines des perceptions sensorielles chez ces animaux-là, et notamment chez les poules, parce que les poules, n'étant pas des mammifères et n'ayant pas exactement le même cheminement évolutif que nous, il y a des trucs vraiment très chelous chez les poules. Ensuite, on viendra parler vraiment de ce qu'on va appeler de la cognition physique, c'est-à-dire globalement ce qu'on va appeler de l'intelligence dans le domaine classique, c'est-à-dire comment ces animaux appréhendent le monde, comment ils réfléchissent par rapport au monde. Ensuite, on parlera des émotions, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup soulevé, de plus en plus soulevé, notamment aujourd'hui où il y a des réglementations sur le bien-être animal qui sont pertinentes ou pas nécessairement, c'est très variable. Et surtout, il y a des nouveaux paradigmes qui se mettent en place dont je parlerai. Et enfin, sociable comme une vache, puisque on verra que ce ne sont pas des animaux individuels, ce sont tous des animaux sociaux, avec des modes de vie bien spécifiques. Et d'ailleurs, on se rendra compte que ceux dont nous on s'occupe, on ne respecte pas forcément leur structure sociale et leur fonctionnement normal. Et on en parlera également. Donc tout d'abord, avoir un œil de poule. Pourquoi je prends la poule? Alors, je vais être chiant pendant 10 minutes et après ça sera sympa. Mais on va faire un tout petit cours d'optique pour démarrer. Parce que la vision des poules et la vision des humains, mon Dieu, c'est pas la même chose. Alors donc, dans notre rétine, si je prends mon œil, je l'ouvre en deux. À l'intérieur de mon œil, au fond, j'ai la rétine. Sur la rétine, je vais avoir des petites cellules qui reçoivent la lumière. Il y en a qui vont recevoir des lumières avec une grande longueur d'onde. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici sur le spectre lumineux. Donc, par exemple, on va avoir 700 nanomètres. Ça va être
tout ce que notre cerveau va analyser comme étant du rouge. On a d'autres cellules qui vont taper un peu plus au milieu ici, donc c'est ce que notre cerveau va recalculer par du vert. Et les petites longueurs d'onde, donc ça c'est là où tape à peu près la vision humaine. Non, n'importe quoi, c'est plutôt là. Et ensuite, tout ce qui va être plutôt dans le bleu. Ok, très bien. Jusque-là, c'est cool. Déjà, une première petite nuance, c'est ce que nous appelons le rouge, c'est ce que nous appelons le vert, c'est ce que nous appelons le bleu. Est-ce que le cerveau des autres animaux calcule ça pareil? Et à un moment, votre cerveau, il ne pouvait pas vous envoyer des nanomètres, il fallait qu'il fasse un truc cohérent, donc on a fait des couleurs. Et si je prends, du coup, sur un graphique comme celui là-bas, on a la sensibilité et la longueur d'onde, qu'est-ce que ça veut dire? Les couleurs, c'est les cellules réceptrices humaines. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est notre code qui tape pour le bleu. Donc on voit qu'il tape à peu près à 450. Avec une marge, on capte un peu avant, un peu après. Le vert est là, et le rouge est là. Et si vous regardez, au milieu, on voit qu'il y a des pointillés. Et les pointillés, en fait, ce sont les cellules des vaches. Il n'y en a que 2. Parce que les vaches sont des animaux qu'on appelle dichromates, c'est-à-dire qu'elles ne voient que sur 2 couleurs. En tout cas, elles ont des photorécepteurs qui ne voient que sur 2 couleurs. Donc la grande question qu'on pose souvent, c'est est-ce que les vaches voient rouge? Est-ce que les taureaux voient rouge? Parce que c'est pour ça qu'ils poursuivent les capes des matadors. C'est une question qui s'est posée depuis hyper longtemps. Je peux vous sortir des travaux des années 70-80 où ils font des tests comportementaux. Et par exemple, une vache doit aller à tel endroit si la lumière qui est allumée est uniquement verte, ou à un autre endroit si elle est uniquement rouge. Les vaches vont du côté où c'est rouge. Donc techniquement, les vaches voient le rouge. Le problème, c'est qu'on considère que les animaux dichromates qui ont des cônes qui tapent comme ça ne voient pas le rouge. Et en réalité, on a un vrai problème parce que physiologiquement, les vaches ne devraient pas avoir le rouge et il semblerait qu'elles voient quand même un truc qui ressemble au rouge. Alors après, il y a des moyens de le savoir parce qu'en fait, ces 2 cônes qui tapent comme ça, en fait, chez les humains, ce qu'on appelle les daltoniens deutéranopes, plus précisément, les plus classiques. Et en fait, c'est les daltoniens qui n'ont pas le cône qui tape dans le rouge, ils ont que le vert. Du coup, ils ont des cellules photoréceptrices qui ressemblent beaucoup à celles des herbivores, à celles des vaches. Celle des moutons et des chèvres est à peu près identique. Et donc, on pourrait se dire, du coup, les vaches ne voient pas le rouge, parce que les humains deutéranopes qui n'ont pas ce cône-là ne voient pas le rouge, donc peut-être que les vaches voient une espèce de jaune. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, en fait. Parce que les humains deutéranopes, les humains daltoniens, ne voient pas le rouge, mais c'est une défaillance de leur système visuel, c'est-à-dire que leur cerveau cherche une couleur, cherche des grandes longueurs d'onde et ils ne les trouvent pas, du coup ils recalculent un truc. Mais les vaches, elles ont évolué depuis hyper longtemps en voyant que 2 couleurs. Donc peut-être qu'elles voient plus. En fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire est-ce que les vaches voient le rouge ou pas, parce que c'est quelque chose qui est subjectif, qui est créé par le cerveau. Il est probable que les vaches voient une espèce d'orange, rouge orangé, et ensuite tout ce qui est vert et bleu. Et donc forcément, maintenant, si on part sur les poules. Donc les cellules photoréceptrices dont je parlais, c'est la dernière partie chiante, après c'est mieux. Mais vous allez voir, là, votre cerveau va commencer à exploser dès maintenant. Ça, ce sont les photorécepteurs humains. Donc on a ce qu'on appelle des cônes, cônes pour le bleu, cônes pour le vert, cônes pour le rouge, et les bâtonnets, on va dire, pour la vision nocturne. Et là, vous avez la rétine humaine. Donc, ce que je disais tout à l'heure, j'ouvre l'œil. On a la fovea, qui est la zone nette dans votre œil. Donc c'est pour ça, par exemple, que quand quelque chose bouge, vous êtes obligé de tourner sur le côté, parce qu'en fait, votre œil voit net et précisément dans une toute petite zone. On voit que tous les cônes de couleur sont dedans, et qu'il y a très peu de cônes de couleur sur les extérieurs, et qu'au contraire, c'est plutôt des bâtonnets qui, eux, sont représentés en noir. Comment on peut le vérifier ça? C'est très simple, vous pouvez faire des tests. Si vous mettez des objets là de couleur, et que vous demandez à une personne de regarder droit devant elle, et vous lui demandez la couleur de l'objet, elle sera presque incapable de vous le dire. Parce qu'on n'a quasiment pas de cône de couleur ici. Au contraire, ça vous est peut-être déjà arrivé la nuit, si vous voulez regarder quelque chose, c'est plus facile de le regarder de côté, parce qu'on a plus de bâtonnets sur les côtés. Maintenant, je vous montre les cônes d'une poule. Déjà, on en a un qui n'existe pas chez nous. Cône ultraviolet. Les poules voient dans l'ultraviolet. Ce qui veut dire que si moi, par exemple, je porte un t-shirt rouge avec de l'ultraviolet, et que vous êtes à côté de moi, et vous avez un t-shirt rouge sans ultraviolet, pour la poule, c'est 2 t-shirts qui n'ont rien à voir. Pour nous, c'est les 2 mêmes t-shirts. En plus, là, on a donc un bleu, un vert, un rouge, et on commence à rentrer dans le bordel pas possible. Les poules ont des doubles cônes. À quoi servent les doubles cônes? On n'en sait rien, on n'en a pas. Et c'est un des problèmes, c'est que c'est difficile de s'extraire de notre position d'humain.
Et à partir du moment où on ne possède pas le truc, et ben, comment savoir à quoi ça ressemble? Alors il y a des tests qui ont été faits, on suppose que ça améliore la vision des mouvements et que ça améliore la vision des couleurs. Donc il est probable que les poules, et ça a été assez fortement démontré par des modèles mathématiques, les poules voient probablement beaucoup plus de nuances de couleurs que nous. Elles détectent probablement les mouvements beaucoup plus rapidement que nous, et ça c'est quelque chose qu'on a pu montrer notamment avec des effets visuels, par exemple des illusions d'optique. Si je vous mets une spirale qui tourne, et je vous dis fixez la spirale pendant un moment, la spirale elle tourne, elle tourne, elle tourne, et ensuite vous regardez à côté, il y a tout le monde qui commence à partir en sucette comme ça, les poules ça n'existe pas chez elles. Les poules, il t'arrive quoi, t'es drogué ou quoi? Il n'y a pas cet effet-là. De même, on voit qu'il y a des petits points en haut qui n'existent pas chez nous. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle des gouttes d'huile. Et ces gouttes d'huile, en fait, servent de filtres qui permettent de corriger toutes les, on va dire, les aberrations visuelles. Par exemple, vous êtes au ski, et au ski, il y a le soleil qui tape sur la neige. Ça vous fait des espèces de halos lumineux un peu partout. La poule au ski, elle a zéro problème. Elle n'a pas de halo lumineux. En revanche, les bâtonnets, donc ça, c'est l'œil d'une poule. Déjà, en note, il n'y a pas de fovea comme chez nous. Il n'y a pas de zone nette. Elle a une espèce d'area centralis qui est une espèce d'ovale vague au milieu, mais elle a une zone qui est plus importante. D'ailleurs, vous avez des oiseaux qui ont 2 foveas, des rapaces notamment. Donc on suppose qu'ils peuvent regarder à 2 endroits en même temps net. Moi non plus, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On voit qu'il n'y a pas de cône, ce qui veut dire que, enfin, il y a très peu de cônes, donc la vision nocturne des poules est nulle. Une poule, ça ne voit rien. Donc quand on dit « Oh, on va se coucher avec les poules », c'est normal, les poules ne voient rien la nuit. Et en revanche, elles ont énormément de codes de couleurs et avec des patterns bien spécifiques qui font qu'il y a des endroits où elles voient mieux certaines couleurs, mieux certains trucs. Et ensuite, on a tendance à dire « Ah, c'est pour ça qu'elles tournent les yeux ». Non, c'est pour une autre raison qu'on en parlera plus tard. Et notamment, c'est dû en fait au fait que leur cerveau est très déconnecté, les 2 hémisphères sont très déconnectés, et du coup, si elles veulent envoyer des informations aux 2 hémisphères, il faut qu'elles tournent la tête de tous les côtés. C'est une des raisons. Et dans les sens complètement tarés qu'ont les poules et que nous, on n'a pas, alors je mets un 6e sens au moins, parce qu'on a tendance à dire, oui, il y a 5 sens. Alors non, il n'y a pas 5 sens, hein, on a plein de sens, on a la position de son corps dans l'espace, la proprioception, etc. Mais les poules ont un sens géomagnétique. Et je vais vous raconter l'expérience, comment elle est faite, parce qu'elle est absolument, elle est simple et elle est brillante. En gros, pour savoir ça, les scientifiques ont pris un poussin et ils l'ont mis dans une boîte blanche, parfaitement blanche, 0 point de repère. Tous les côtés sont parfaitement égaux, il n'y a aucun moyen de se repérer dans cette boîte. L'éclairage est identique partout. Et ils mettent des petits écrans opaques sur chaque coin, un peu comme on le voit ici. Et ces angles sont positionnés aux points cardinaux, nord, est, sud, ouest. Le poussin est habitué à rejoindre une petite balle rouge qu'on va cacher derrière l'un des écrans. Sachant qu'il n'y a aucun point de repère, le poussin va y aller au hasard au départ, et ensuite, il y a 2 possibilités. C'est soit on se rend compte qu'il arrive tout le temps à trouver la balle, et il va falloir qu'on détermine quel est son point de repère, soit il fait n'importe quoi, il ne la trouve jamais, et il y va au hasard tout le temps. Et on se rend compte que les poussins prennent cet axe-là, c'est-à-dire l'axe nord-sud en priorité. Donc dès qu'ils ont trouvé la balle, eh ben, ils vont la chercher soit derrière l'écran du nord, soit l'écran du sud. Là, les scientifiques se disent, ok, ça nous donne une indication parce que les poussins ne se trompent pas beaucoup. Mais il y a un moyen de vérifier ça. Tout à l'heure, je visitais avec Francesco leur laboratoire au musée, et ils ont ce qu'on appelle une bobine de Helmholtz. Donc les bobines de Helmholtz, en fait, c'est des espèces de grosses bobines de cuivre. Et avec ça, si vous les mettez par exemple autour de cette boîte, vous pouvez créer un champ magnétique qui donne l'illusion à l'animal qui est dedans qu'en fait la Terre en gros vient de tourner, que le champ magnétique n'est plus au même endroit. Et en le tournant de 90 degrés, les poussins suivent cet axe. C'est-à-dire que l'axe nord-sud devient l'axe est-ouest. Et c'est la seule chose qui a changé. Ce qui veut dire qu'on a une indication très claire que les poussins, à peine nés, perçoivent le champ magnétique et peuvent s'en servir pour se localiser. Donc quand les poules se baladent dans leur vie de tous les jours, les poules sont capables d'utiliser le champ magnétique pour dire « tiens, mon nid il est là-bas, tiens, je vais aller manger là-bas », tout ça. Bon, on verra que c'est beaucoup plus compliqué, les poules. Tiens, mais j'ai oublié de vous montrer un truc aussi, là. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est, vous avez peut-être déjà vu, c'est pas que les poules, c'est tous les oiseaux se déplacent comme ça. Ça pose une question, parce que ça a l'air con, mais c'est pas con. C'est qu'en fait, contrairement à nous, ces oiseaux-là, ils ont les yeux fixes dans les orbites. Par conséquent, nous, on peut bouger comme on veut. J'ai jamais la nausée parce que j'ai des petits muscles qui corrigent le truc.
Si ce n'était pas le cas, j'aurais envie de vomir dès que je bouge. Comme les oiseaux, ils n'ont pas ça, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent la tête, ils stabilisent la tête, et ensuite ils avancent le corps sous la tête. Ils avancent la tête, ils stabilisent la tête, ils avancent le corps, et ça évite cette espèce d'effet un peu nauséeux. Ce qui fait que c'est des animaux qui sont capables de maintenir leur tête dans une position très précise, avec une dextérité qui est assez redoutable et qui a été utilisée par Mercedes pour faire la pub que je vais vous montrer là. Réalisé sans trucage. Voilà les poules. Et ensuite, chacun des animaux, que ce soit les cochons, etc., vont avoir certains sens très développés. Par exemple, les moutons, les cochons, les vaches perçoivent des sons plus aigus que nous. Les cochons ont un odorat qui... on a découvert qu'ils avaient des gènes qui codaient pour des odeurs, on ne sait même pas ce que c'est en fait. C'est assez phénoménal les cochons. Donc déjà, premier truc à prendre en compte, c'est que quand on parle de ces animaux, on parle d'animaux qui ne perçoivent pas le monde de la même manière que nous. Et on va justement voir un petit peu ces questions-là. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les capacités intellectuelles de ces animaux, surtout les poules. Les poules, c'est vraiment un animal qui a été énormément étudié. Je suis obligé de me faire violence pour ne pas mettre que des poules dans cette présentation. Mais on a aussi des trucs assez cool qui ont été faits, par exemple, chez les moutons, sur l'automédication. C'est-à-dire le fait de pouvoir se soigner soi-même. Parce qu'on a affaire à des herbivores. Et nous, on raisonne en se disant, les herbivores, ça mange de l'herbe. C'est vrai, c'est bien. Mais il y a plein d'herbes différentes. Il y a plein de variétés différentes. Est-ce que ces animaux sont capables de les reconnaître, de les différencier? Alors, sans entrer dans trop de détails, la réponse est oui. Et on a même montré qu'ils sont capables de catégoriser les espèces de plantes, mais aussi les familles botaniques. Je sens que vous en voulez plus. Bon, j'aurais pas dû dire ça. Je suis parti pour dépasser. En gros, c'est assez simple. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 variétés de légumineuses et 2 variétés de graminées. Et ils ont empoisonné une des variétés de légumineuses. Donc au départ, ils leur donnent une légumineuse, une graminée. Hop, ok, les moutons les mangent. Ouais, chouette. Et puis ensuite, ils mettent du chlorure de lithium, je crois, dans un des deux, ce qui fait que ça rend le truc un peu amer, comme s'il était toxique, même s'il ne l'est pas en fait. C'est juste pour donner le goût. Du coup, les animaux arrêtent de manger cette légumineuse et ils ne mangent plus que de la graminée. Ensuite, si on enlève ces deux-là et qu'on présente 2 autres légumineuses et graminées, en fait, ils ne consomment toujours pas l'autre légumineuse, alors que ce n'est pas la même espèce. Donc on a montré qu'ils font la différence. Mais ça, c'est rien à côté de ce que je vais vous montrer maintenant. On a montré que les moutons sont capables de prendre des médicaments et de faire leur propre prescription. Alors, on avait fait des tests avant avec le tanin, notamment parce que c'est une grosse question pour les herbivores. Les plantes, dans leurs feuilles, notamment, font du tanin. Et le tanin, c'est toxique. Et c'est normal, elles le font pour se défendre des prédateurs, que sont les herbivores, dont les moutons. Donc, il faudrait que ces animaux-là soit arrêtent de consommer, soit développent des connaissances qui leur permettent d'arrêter, de consommer des produits qui permettent d'apaiser ces situations-là. Et donc, ce que les chercheurs ont fait, ils l'ont fait avec des agnelles, donc des jeunes brebis. Et ils leur ont donné, pendant un certain temps, de la nourriture normale. Et puis ensuite, ils ont divisé en 2 groupes. Ils ont fait un groupe contrôle qu'on ne va pas toucher, on va juste regarder comment elles se comportent normalement. Et ensuite, les autres, on va leur donner de la nourriture qui va être empoisonnée, on va dire, c'est de l'excès de nourriture ou des trucs comme ça, mais qui vont poser différents malaises. Il va y avoir, par exemple, de l'orge, de l'excès d'orge, et ça va produire une augmentation de l'acidité dans le corps de la brebis, donc elle ne se sentira pas très bien, etc. Il va y avoir du tanin qui va être mélangé avec de l'orge et de l'alfalfa qui, elle, provoque des intoxications, des problèmes digestifs, donc ce n'est pas le même état sensoriel pour le mouton, et de l'acide oxalique qui produit des maux de ventre et des vomissements. Donc pendant une semaine, ils vont leur filer le premier, pendant la semaine suivante, ils vont filer le deuxième, troisième, pour que les animaux prennent conscience de ce qui se passe dans leur corps.
Et on sait qu'ils sont capables d'arrêter de consommer ça. Donc pour le faire, en fait, ils le font progressivement. Ils en donnent un tout petit peu au départ, puis un peu plus, un peu plus. Et ensuite, ils vont leur faire tester à chaque fois, c'est-à-dire qu'à la fin de la première semaine, ils vont leur proposer un produit qui va être, par exemple, dans le cas de l'excès d'orge, du bentonite de sodium, sodium de bentonite. Et ce truc-là apaise, en fait. Et chaque produit qu'on va leur donner, le polyéthylène glycol, le phosphate dicalcique, vont apaiser les états de malaise des 3 situations différentes. Donc, le bentonite pour l'excès d'orge, le polyéthylène glycol pour l'excès de tanin, et le phosphate dicalcique, etc. Donc, ces animaux vont apprendre que quand ils ne se sentent pas très bien et que c'est tel état de malaise, ah ben ce médicament-là, il apaise ma douleur. Pour réaliser ce que ça veut dire, pour que les moutons soient capables de faire ça, ça veut dire que, 1, ils sont capables de lier la nourriture et l'état de malaise. Et ça ne se produit pas en même temps, c'est un truc qui va se produire dans le temps. 2, il faut qu'ils soient capables d'identifier le type de malaise qu'ils ont. 3, il faut qu'ils soient capables de se rendre compte que c'est l'ingestion du médicament qui fait qu'ils se sentent mieux. Et donc, on va leur apprendre petit à petit, et là, vous me dites, bah oui, mais enfin, techniquement, ils apprennent, enfin, on leur fait apprendre de manière bête et méchante. C'est là où on passe à la phase de test, à la phase de préférence. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils vont donner aléatoirement l'une des 3 alimentations toxiques aux agnelles, et ils vont leur laisser le choix entre les 3 médicaments qu'elles peuvent reconnaître parce qu'ils ont des goûts différents. Eh bien, on s'aperçoit que les brebis qui ont appris ces trucs-là sont capables de sélectionner le médicament adapté au malaise qu'elles ressentent en ce moment. Et c'est la première fois, et à ma connaissance, c'est toujours la seule fois que ça a été montré chez des animaux une capacité de choisir entre différents médicaments pour se soigner. On sait de manière anecdotique que les grands singes vont prendre certaines plantes, des perroquets prennent certaines plantes, mais là, on a vraiment 3 types de médicaments différents sur 3 états de malaise différents, et ça a été étudié vraiment en labo, entre guillemets. Et c'est une des preuves les plus fortes qu'on ait là-dessus. Donc les moutons sont capables de se soigner. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les préférences alimentaires des mères se transmettent en général aux petits. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des transmissions culturelles de ce genre de trucs. C'est pas du tout exclu. C'est même assez probable. Alors, je vous disais que les poules étaient des animaux qui avaient été énormément étudiés. Et notamment sur la question des aptitudes numériques. Les poules sont des mathématiciennes. Vous imaginez pas. Mais ça fait hyper longtemps qu'on travaille dessus. Hein. Vous avez une publi de 2009 qui s'appelle, donc en anglais, Arithmetic in Newborn Chick. Arithmétique dans des poussins nouveau-nés. En l'occurrence, c'est celle dont je vais vous parler. Si je ne dis pas de bêtises, pour les gens intéressés, il y a les références en haut. Mais après, ils ont sorti des études, comment améliorer l'apprentissage des maths, entre guillemets, à vos poussins. Il existe beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux sur les poules. On a montré qu'ils sont capables d'apprendre que, par exemple, s'il y a plein de trous, la récompense sera cachée sous le 4e trou dans une liste de 10, même si on modifie les longueurs, etc. Enfin, c'est assez dingue. Cette étude, elle a fait un peu... Elle a fait sensation quand elle est sortie, parce qu'on avait quelques trucs sur les singes, on avait quelques trucs sur des perroquets gris du Gabon, mais sur des oiseaux comme les poules, et à plus forte raison sur les animaux, on va dire, d'élevage, on n'avait vraiment rien là-dessus. Comment ça marche ? C'est un peu le même système que tout à l'heure avec des écrans opaques. Des poussins sont entraînés à rejoindre des petites capsules Kinder rouge-orange, et par nature, ils se dirigent toujours là où il y a la plus grande quantité. Normal, c'est comme nous pour les ressources, hein, si vous avez 10 € et 100 €, je ne suis pas sûr que vous alliez hésiter longtemps, c'est un peu le même truc, sauf qu'ils les considèrent comme des compagnons sociaux. Donc ce que vont faire les scientifiques dans un premier temps, c'est qu'ils vont montrer au poussin, donc le poussin étant une petite boîte de plexiglas comme on le voit là, et les scientifiques, au bout d'un fil nylon, tiennent la capsule. Et donc ils vont en prendre une qui vont aller cacher là, une deuxième qui vont aller cacher là, une troisième qui vont cacher là, une quatrième qui vont cacher là, et une dernière qui vont cacher à droite. Il faut réaliser que le poussin, à chaque fois, ne voit qu'une seule capsule. Il en voit une qui disparaît, puis une autre qui disparaît, puis une autre qui disparaît. Donc, si on ouvre et qu'il se dirige du côté où il y en a 4, ça veut dire qu'il a été capable de garder en tête combien il y avait de capsules derrière. Je vous l'épargne, il le fait, mais alors sans problème. Ce poussin a 3 jours de naissance. Il sort de l'œuf. Ok. Ça, c'est quelque chose, très bien, cool, très bien. Maintenant, ce que vont faire les scientifiques, c'est qu'ils vont faire la même chose, et là je vais vous montrer en vidéo, ils vont faire la même chose, ils vont mettre 1, 2, 3, 4, puis une ici, et avant de libérer le poussin, ils vont en prendre une là, et la déplacer là, une autre là, et la redéplacer là.
Si vous êtes très fort en maths, en calcul mental, vous savez que maintenant, il y en a combien là? 2. Il y en a 2 là et 3 ici. Vous êtes probablement moins fort qu'un poussin. Et voilà ce que fait le poussin. With an object which disappears behind a screen Personne que on vous the entendez right, parler, c'est Giorgio and Valortigara, then qui est le with a series chercheur of en charge du objects laboratoire that du poussin. disappear behind the screen on the left. One object, 2 objects, 3 objects, and 4. We have had addition up to this point. Now we try some subtraction. One object is moved from the left to the right, and then another one moves from the left to the right. So at this point, we would expect that Chick will choose the screen on the right side, and it does. Ce qui veut dire que ce poussin a mémorisé, alors qu'il a 3 jours de naissance, que devant, à gauche, on a mis 1, plus 1, plus 1, donc addition, plus 1, puis ensuite, clac, moins 1, plus 1, moins 1, et qu'il a été capable de faire simultanément des additions et des soustractions pour trouver le bon nombre. Voilà, 3 jours de vie, le poussin. Et des études, enfin des travaux comme ça sur les poules, on en a. En fait, il y a le labo de Giorgio Valortigara en Italie, ils passent leur vie à faire ça. Et un autre truc qui est très intéressant, c'est un concept qui est apparu assez récemment. En gros, chez les animaux, on sait qu'il existe ce qu'on appelle du. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de mot français pour ça, du contrat freeloading. C'est-à-dire qu'un animal va préférer faire des efforts pour obtenir quelque chose plutôt que de l'obtenir gratuitement. On le trouve chez nous, on le trouve chez les chats, on le trouve chez quasiment tous les animaux. Et une des premières études qui a montré ça de manière assez troublante, elle a été faite chez les vaches, où en gros, il y avait 2 groupes de vaches. Un groupe qui a un couloir devant, enfin les 2 groupes ont un couloir devant de toute façon, et il y a une barrière, et au bout il y a de la nourriture. Et il y a un groupe qui est obligé d'attendre comme ça, sans rien faire, que la barrière s'ouvre automatiquement. Donc ils attendent, enfin elles attendent. Voilà, bon, la barrière s'ouvre, elles traversent ce truc, elles vont manger leur nourriture. L'autre groupe, dans le mur, il y a un trou avec un laser qui passe, et les vaches ont appris que si elles rentrent le nez dedans et qu'elles coupent le laser, ça ouvre la barrière. Par conséquent, elles ont du contrôle sur leur environnement. Eh bien, on s'aperçoit que ces vaches-là, quand elles traversent le couloir ensuite, elles ont tout un tas de comportements de plaisir qui ressortent. C'est-à-dire, elles bondissent, elles vont agiter la queue, elles ont le rythme cardiaque qui change, etc. Et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus découvert, dont je vais parler après, mais c'est qu'on se rend compte que le fait d'avoir du contrôle sur son environnement est quelque chose d'absolument capital pour les animaux. Pour nous y compris. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on voit beaucoup chez l'humain, c'est les jeux télé avec des quiz de culture générale, de trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que le fait de répondre à ce genre de trucs, quand on y arrive, c'est satisfaisant. Pourquoi c'est satisfaisant ? Parce qu'on prend du contrôle sur notre environnement. On se rend compte qu'il y avait une incertitude, et en fait, cette incertitude, on sait y répondre. D'une certaine manière, on sait résoudre ce problème, et ça génère, ça met en marche tout le circuit de plaisir dans le cerveau. Moi, je suis un énorme fan d'escape game, pour les gens qui connaissent. C'est littéralement ce fonctionnement-là, quoi. Vous faites des énigmes, et paradoxalement, plus vous en faites, plus vous en voulez, parce que ça vous fait plaisir. Et on a montré ça, par exemple, chez des moutons, où ils leur ont monté littéralement des escape games, où à chaque fois qu'ils passent un couloir, il y a une nouvelle énigme, etc. Et les moutons montrent de la frustration au départ, ils s'énervent, ils tapent contre les barrières, ils montent sur les trucs pour gueuler sur les expérimentateurs et les expérimentatrices. Et plus ils réussissent, plus ils sont contents, ils y vont d'eux-mêmes. Pour reprendre le cas tout à l'heure de la vache, ça induit un comportement physique, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre le nez dans le truc. Et donc des scientifiques se sont dit, peut-être qu'une partie des modifications qu'on voit, c'est une modification due au fait qu'elles ont une activité physique. Donc on va voir, est-ce que des animaux pourraient tirer plaisir à avoir des stimulations mentales ? Et par ça, faire du jeu vidéo. Cette étude-là est absolument géniale. Elle a été faite donc sur des chèvres. Alors, pour vous montrer une idée d'à quel point c'est difficile de travailler avec des chèvres, parce que les chèvres, c'est toujours plus intelligent que les gens qui travaillent avec elles. C'est marrant parce que j'ai rencontré à Montréal des gens qui ont filmé cette vidéo. Les chèvres, faut être clair, ça sait tout faire. C'est n'importe quoi, les chèvres. Je connais des scientifiques qui travaillent dessus, qui disent que c'est un enfer parce qu'elles arrivent toujours à trouver un moyen pour niquer le truc. Allez, je fais encore une... je suis désolé, je sors encore un peu du truc, mais j'ai participé à une émission, c'est toujours pas sorcier, il y a 1 an et demi.
Et en fait, il voulait qu'on fasse des protocoles, notamment des protocoles de détour avec différents animaux. Donc le protocole de détour, c'est simple, c'est que vous mettez une récompense que l'animal veut, vous mettez des barrières, l'animal les voit, mais il faut qu'il accepte de ne pas forcer et de faire demi-tour, de perdre le truc de vue pour contourner l'obstacle pour y aller. C'est quelque chose d'assez simple en soi à faire. Et on l'a fait avec une poule, une chèvre et un chien. Celui avec lequel on a le plus galéré, c'est le chien. La poule, elle a volé par-dessus le truc. On savait qu'elle allait nous faire chier, elle l'a fait. Et la chèvre, c'était incroyable. La chèvre, il y avait donc la barrière qui était comme ça. On met la nourriture là. La chèvre voit le truc. Elle fait le tour. Elle prend la nourriture et elle part à fond. Et on a eu une prise. On n'a jamais pu la refilmer parce qu'on l'a jamais rattrapée. Elle a pris le truc en mode ils vont me le reprendre si jamais je le laisse. Parce que c'était un truc où elles étaient relativement libres et on l'a jamais revue, cette chèvre. De la journée, on ne sait pas où elle est partie. Donc voilà, c'est les chèvres. Les chèvres, ça marche comme ça. Faut le savoir. Voilà. Et donc, sur cette expérience, voilà comment ça a fonctionné. Au préalable, on avait montré que les chèvres sont capables d'apprendre par essai et erreur, à savoir, par exemple, que sur un écran, donc ça, c'est un écran de jeu vidéo, ça ressemble à ça. Alors, j'ai une image, normalement. Hop. Voilà, le schéma qui vient de l'étude, ça, qu'est-ce que c'est que cet effet dégueulasse Donc, voilà un peu comment c'est fait. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui est là, avec un écran d'ordinateur, des boutons ici. La chèvre rentre, elle a un collier qu'on ne voit pas sur le truc. Le collier la reconnaît individuellement. Donc l'ordinateur dit « Ok, c'est Jeannette ». Et ensuite, sur l'écran, apparaissent des motifs. Donc là, par exemple, c'est les motifs qui ont été utilisés au départ. Et les chèvres ont appris, donc sur des études antérieures, c'est pas le même groupe, mais sur des études antérieures, on sait que les chèvres sont capables d'apprendre par essai-erreur que, par exemple, ça, c'est la bonne réponse, peu importe qu'elle soit placée là, 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 ou là, ou là, ou peu importe. Tant que c'est celle-là, il faut appuyer dessus et on recevra une récompense. Et ils ont montré que les chèvres pouvaient apprendre plus d'une dizaine de sets différents et s'en souvenir sur des durées de dingue, parce qu'en plus, chèvres, moutons, vaches, ça a des mémoires, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, ils l'ont appris à une chèvre encore plus complexe et ils l'ont testé, je crois, 2 ans plus tard, ils s'en souvenaient toujours. Ou 1 an plus tard, non, ça doit être 1 an plus tard. Donc pour revenir à cette étude-là, voilà comment ça fonctionne. Première semaine, les chèvres sont donc dans leur enclos. Dans leur enclos, il y a un truc pour dormir ici, parce que les chèvres aiment bien dormir en hauteur, donc il faut toujours mettre des trucs en surélevé. De la paille, un machin pour manger, et ici, il y a une fontaine. Cette fontaine, c'est un trou avec un bouton. Les chèvres passent la tête, appuient sur le bouton, et ça leur verse un petit peu d'eau. Donc pendant une semaine, elles s'abreuvent par ce système-là. Ok, j'appuie, j'ai de l'eau, ok, super. Fin de la semaine, la fontaine est désactivée. Ils ferment la trappe, il n'y a plus d'accès au bouton. Et ils font rentrer l'espèce de grosse borne d'arcade qu'on a vue qu'ils mettent ici. Et maintenant, les chèvres sont obligés de rentrer dedans et d'essayer d'appuyer sur les boutons pour comprendre quelle est la règle du jeu afin d'obtenir de l'eau. Donc elles le font. Il y en a qui sont excellentes, c'est-à-dire en quelques essais, elles comprennent par exemple que c'est ça le bon motif et que peu importe où il est affiché, clac, elles vont aller dessus. Ok. Il y en a qui sont nuls. C'est pas grave, c'est comme chez nous, il y en a des bien dans certains domaines, moins bons dans d'autres domaines. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête aussi, c'est que chez les animaux, on a vraiment des personnalités très différentes, avec des niveaux de compétences très différents sur différentes tâches. Et donc voilà, on a ces chèvres-là, certaines qui réussissent, d'autres qui réussissent moins bien. Alors vous inquiétez pas, elles obtiennent quand même de l'eau, parce qu'elles peuvent essayer autant qu'elles veulent. Donc si elles n'y arrivent pas, elles vont appuyer tout le temps sur le même bouton jusqu'à avoir de l'eau. Jusque-là, c'est pas passionnant comme travaux, parce que, bon, bah ok, elles sont capables de l'apprendre, ça ne nous apprend rien, on le savait sur l'étude précédente. Maintenant, ce que vont faire les scientifiques, ah oui, d'ailleurs, ils apprennent les deux, ces deux-là. Maintenant, ce que vont faire les scientifiques, c'est qu'est-ce qui se passe si on donne accès aux 2 dispositifs aux chèvres. Est-ce que les chèvres vont y aller aléatoirement? Est-ce que les chèvres vont privilégier la solution facile, c'est-à-dire la fontaine? Ou est-ce que les chèvres vont privilégier le challenge mental d'aller sur le dispositif d'apprentissage sur le jeu vidéo? La réponse est, ça dépend des chèvres. Les chèvres qui étaient très nulles préfèrent la fontaine. En revanche, les chèvres qui étaient proches de 90% de réussite sur le truc préfèrent et obtiennent presque la totalité de l'euro du dispositif d'apprentissage. Et on note en enregistrant leur rythme cardiaque, etc., qu'elles tirent manifestement du plaisir à cette tâche. Et c'est extrêmement intriguant parce qu'on se rend compte que si on rajoute une nouvelle série, sur la nouvelle série, elles vont forcément avoir des scores nuls au départ, puisqu'elles ne la connaissent pas. Eh bien, elles vont quand même continuer à y aller dessus jusqu'à l'apprendre et le réussir, parce que c'est comme on disait, elles ont compris que quand elles réussissaient quelque chose, ça déclenche le système de récompense, tout ça. Et on se rend compte qu'effectivement, ces chèvres aiment prendre du contrôle dessus, et donc que ça rajoute du bien-être mental, le fait de leur donner des challenges mentaux, en fait, des challenges intellectuels.
Et ça pose beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui existe probablement chez beaucoup d'espèces. Beaucoup d'espèces. Et dans les situations d'élevage global, les animaux ont zéro contrôle sur rien. Et c'est une des raisons pour lesquelles on observe, par exemple, en élevage porcin, des stéréotypies, c'est-à-dire des animaux qui vont refaire les mêmes tâches encore et encore et encore et encore. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de stimulation mentale. Et vous pouvez garder un animal dans une bonne situation, on va dire, de santé. Vous le nourrissez, vous lui donnez à boire, tout ça. Et pendant longtemps, les normes de bien-être étaient basées sur des principes comme ça, c'est-à-dire ne pas faire souffrir, ne pas affamer, ne pas gna gna. Et la réalité, c'est que vous pouvez garder un prisonnier comme ça. Vous pouvez le garder en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Est-ce que cette personne sera heureuse? Non. Et c'est exactement ce qu'on observe aussi. Et pour vous dire à quel point c'est important pour certaines de ces espèces, c'est que à côté de chez moi, il y a un éleveur de chèvres, et tout le monde n'arrête pas de vanter ces éleveurs de chèvres en disant « Regardez comme ces chèvres, elles sont heureuses, elles sont dehors ». Ces chèvres, elles sont sur une plaine d'herbe. Il faut savoir que les chèvres, c'est l'un des animaux avec la palette de comportement alimentaire la plus vaste chez les mammifères. Les chèvres, ça mange dans les arbres, ça, vous avez peut-être vu des photos au Maroc où les chèvres sont au haut des arbres. Enfin, des chèvres, ça mange n'importe quoi, ça a un estomac qui supporte tout, ça a des protections dans la bouche pour manger des machins avec des épines. Des chèvres, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est des animaux qui ont évolué pendant très longtemps en montagne. C'est vraiment littéralement des animaux de montagne, les chèvres. Par conséquent, les mettre sur un sol plat, sans rien, c'est comme les mettre dans une cage, en fait. Il leur faut des trucs à monter, il leur faut des arbres, il leur faut tout un tas de trucs. Moi, ces chèvres, ce mec-là, j'ai aucun doute sur le fait qu'elles soient malheureuses. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, on essaie de rajouter, dans certains élevages, de l'enrichissement cognitif, on va dire. Mais ça reste assez rare, et entre ce qui sort dans les études et ce qui arrive à la fin, l'exemple le plus flagrant, c'est celui qui s'est produit, qui existe chez les cochons. Alors là, c'est le cas de la France. Mais les études, je les connais très bien. Ils ont fait des tests sur qu'est-ce qui était le meilleur enrichissement pour un cochon. Et c'était quelque chose qui doit être comestible, destructible, mâchouillable pendant longtemps. Enfin, il y a quelques critères comme ça. Quand c'est passé à l'Union européenne, c'était déjà un peu baissé. Et aujourd'hui, en France, la plupart des élevages, c'est une chaîne qui pend. Et c'est censé répondre à cette demande-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui correspond à ce qu'il y avait dans l'étude. Alors justement, on parle des émotions, on parle de ce qui fait plaisir à ces animaux. Eh bien, venons un peu sur les émotions, parce que les émotions, c'est compliqué. Alors, les émotions, ça a, on va dire, 3 grandes composantes. Selon les auteurs, 3 ou 4. Vous avez la composante comportementale. C'est-à-dire, si vous voulez savoir si quelqu'un est heureux, vous pouvez regarder comment cette personne réagit. Si je gagne au loto, vous devriez vous en apercevoir. Je devrais avoir beaucoup plus de chats qu'aujourd'hui, déjà. Mais il y aura tout un tas de trucs, je vais sauter de joie, etc. Il y a un deuxième moyen de le savoir, c'est physiologique. Vous pouvez mesurer les réactions à l'intérieur de mon corps. Quelles hormones je vais sécréter, comment ma dopamine va fonctionner, etc. etc. Et notamment, on peut évaluer par exemple le rythme cardiaque, la dilatation des pupilles. Et il y a une dernière phase qui est la phase subjective, et celle-ci, on n'y a pas accès. Celle-ci, on est obligé de demander comment tu te sens. Et c'est la merde parce qu'avec la plupart des animaux, on ne peut pas le faire. Mais la réalité, il faut bien avoir conscience que ça, moi, je n'ai pas accès à votre subjectivité. C'est-à-dire que ça se trouve, vous me dites que vous avez mal quand je vous coupe un doigt, ça se trouve, vous mentez. Je ne peux pas le savoir. Comment je peux le savoir? Je peux le savoir parce qu'on est de la même espèce, on a un cerveau qui fonctionne à peu près pareil, système nerveux à peu près identique, je peux commencer à tirer. Mais en soi, je ne le sais pas. Quand vous allez à l'hôpital, on vous demande, vous avez mal à combien entre 0 et 10? Sur les autres animaux, on ne peut pas le savoir. Donc, il y a différentes façons de travailler ça. Donc, il y a des critères subjectifs, des critères objectifs, c'est-à-dire le rythme cardiaque, la température corporelle, le taux de cortisol, qui souvent va indiquer le stress, la position des oreilles, etc., etc. Chez les animaux, on peut se dire, ok, ça a l'air de correspondre à peu près à ce qu'on trouverait chez nous. Allez, on peut dire qu'il y a ces émotions-là. Je vous l'épargne parce qu'en vrai, il y a plusieurs théories qui sont très complexes. Mais si ça vous intéresse, je les explique dans mon livre. Mais surtout, ce que j'en ai... Non, je n'ai pas mis, je sais pas. Moi, je vous ai épargné ça, et c'est très gentil de ma part. Et puis, on essaie de plus en plus d'accéder à ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'en fait, le fait que quelqu'un réagisse à une émotion ne veut pas dire qu'il la perçoit consciemment. Par exemple, si je mets la main sur une plaque brûlante, je vais la retirer immédiatement, ça va déclencher tout un tas de trucs en moi, mais à aucun moment, sur la toute première seconde, j'ai eu mal. À aucun moment, j'ai eu conscience,
parce que ce système-là passe pas par le cerveau de toute façon. Ce qui fait que on essaie de voir comment les émotions peuvent influencer le comportement des animaux. Et par exemple, c'est littéralement ce qui se fait aujourd'hui, ça c'est un des tests les plus utilisés aujourd'hui, ce qu'on appelle le test de biais de jugement, biais cognitif. C'est comment est-ce que le fait qu'un animal vive des situations positives ou négatives va influencer les décisions qu'il va prendre. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est quelque chose qu'on va retrouver? En fait, les émotions, globalement, c'est quelque chose qui va mettre une espèce de peinture par-dessus tout ce qui va être dans votre environnement. C'est désirable, c'est pas désirable. Je le veux, je le fuis, ça me plaît pas. En gros, c'est ça des émotions. Très gros. Et ça paraît assez normal que des animaux dans leur environnement soient capables d'évaluer ces choses-là. Et par exemple, un animal qui vit dans des environnements très positifs, très faciles à vivre, prenons un exemple chez les humains, quelqu'un qui naît dans une famille très riche, très aisée, avec beaucoup de protection. Si jamais c'est quelqu'un qui entreprend quelque chose et que ça se casse la gueule, il y aura toujours quelqu'un pour dire non mais c'est bon, je paye derrière, t'inquiète pas, ou il n'y aura pas de souci. Et bien en fait, les personnes qui ont un environnement qui est très favorisé vont avoir une tendance naturelle à prendre plus facilement des risques. Parce que ces personnes-là savent que les risques sont assez faibles. Et c'est ce qu'on va observer chez des animaux qui vivent dans des environnements où il y a beaucoup de ressources et peu de prédateurs. C'est des animaux qui souvent vont être un peu plus aventureux, prendre un peu plus de risques, parce qu'il y a moins de risques dans leur environnement. Sur des humains qui vont vivre dans des situations très difficiles, où à chaque fois qu'ils essayent quelque chose, ça se passe super mal, ils finissent en tôle, ils perdent de la thune, etc. Ça va être des gens qui vont prendre très peu de risques. C'est quelque chose qu'on peut tester chez les animaux. Et donc, pour faire ça, on va par exemple mettre, alors là ça a été fait sur les cochons, ça a été fait sur plein d'autres espèces, pour vous dire, comme le disait Francesco tout à l'heure, demain je vais intervenir sur les abeilles, j'ai ces études-là sur les abeilles. Donc comment c'est fait? En gros, les cochons vont apprendre que derrière une porte verte, il y a toujours une récompense. Donc par exemple, un petit peu de chocolat. Les cochons aiment beaucoup de chocolat. Donc, un petit peu de chocolat. Ouais. Donc si vous le faites rentrer, le cochon va beaucoup aller au chocolat. Et rouge, il y a tout le temps quelque chose de négatif, tout le temps une punition. Donc imaginons qu'il y a un chien qui aboie derrière. Ok. Donc au départ, ils apprennent, ok, vert c'est cool, rouge c'est pas cool. Et ensuite, on les met devant différentes portes qui sont en fait un gradient de couleur entre le vert et le rouge. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cochons vont dans le vert, très vert, parce qu'ils savent qu'il y a toujours une récompense. Et puis, à l'état naturel, on va dire, s'ils n'ont pas vécu de trucs particulièrement traumatisants, particulièrement heureux, ils vont aller un peu sur le vert là, et en général, ça arrive qu'ils aillent même jusqu'à la porte qui est bien intermédiaire, qui est un peu grise. Mais ils ne vont pas non plus aller jusqu'à orange, et encore moins jusqu'au rouge. Maintenant, si avant de les faire entrer dans le truc, vous leur faites vivre une situation cool. Par exemple, vous prenez ce cochon et vous lui faites des gratouilles sur le bidou. Parce que les cochons aiment beaucoup, j'aurai une vidéo juste après, les cochons aiment beaucoup. Donc, si vous voulez faire des câlins à un cochon, c'est là, une vache, c'est là. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Hein. Si on lui fait vivre une situation super positive et qu'ensuite on met le cochon dans ce truc-là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que les cochons vont aller là, beaucoup plus facilement là, assez facilement là, et certains même jusqu'au début du orange. Donc on se rend compte que leur comportement varie, change avec les émotions. Il y a visiblement une modification sur leur prise de décision. Au contraire des animaux qu'on va enfermer, on va taper sur la cage, faire du bruit avant de les faire entrer dedans, ces animaux ne vont aller que dans le vert. Ils n'iront même pas voir les autres qu'ils allaient voir avant. Donc on a des indices, il y a d'autres travaux comme ça qui permettent d'aller un peu plus loin, mais on a des indices qui nous permettent d'essayer de rentrer dans la tête de ces animaux, de voir comment est-ce que les émotions peuvent influencer leur comportement. Et on sait que ça va influencer les autres aussi. Par exemple, sur des expériences assez similaires, si on prend un cochon, qu'on le retire et qu'on lui fait vivre un truc cool et qu'on le remet dans le groupe avec les autres, ça va partir comme une traînée de poudre dans les autres. C'est-à-dire que les autres cochons vont aussi avoir des comportements plus joyeux. Ils vont jouer plus, ils vont être plus dynamiques. Au contraire, si vous leur faites vivre des situations complètement pourries et que vous les remettez avec les autres, ça va s'effondrer, tout le monde va commencer à devenir apathique. C'est ce qu'on appelle de la contagion émotionnelle. Et c'est ce qu'on a aussi chez les humains. Même si vous êtes d'assez bonne humeur, que vous allez rejoindre quelqu'un qui est complètement déprimé, ça va être compliqué de rester de bonne humeur longtemps, parce que ça transpire sur nous. Eh bien, c'est un truc qu'on retrouve également chez beaucoup d'autres animaux, à tel point que chez les poules, on en reparlera sur une étude qui ressemble, mais les poules, on a même montré que les mères sont extrêmement empathiques, parce que c'est une des parties de l'empathie, ça, sont extrêmement empathiques envers leurs poussins et sont également capables de projeter une situation qu'elles ont vécue sur ce que vivent leurs poussins. Allez, j'explique. Je suis bavard ce soir. Les rapports resto. En gros, pour vous expliquer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des poules
dans une boîte rouge, et la poule a appris que dans la boîte rouge, on lui souffle un peu d'air dans l'œil. Donc la poule considère ça comme un truc d'alarme. Donc la poule, elle se dresse, il y a le taux de cortisol qui pète, le rythme cardiaque qui monte. Ok, c'est dangereux. Boîte verte, il ne se passe rien. Ok, tout se passe bien. Ah oui, j'étais poule avant. Maintenant, on prend les poussins de certaines poules et on leur apprend la même chose. Rouge, hop, un peu de souffle d'air, bah, c'est la panique. Vert, il n'y a rien, ok, cool. Et on prend les poussins d'autres poules et là, on fait l'inverse. Dans le rouge, il ne se passe rien. Cool. Dans le vert, on leur souffle dessus, panique. Donc, quand on met la poule à côté des boîtes, la poule, elle regarde les boîtes, elle n'est pas dedans, ok, je m'en tape. Maintenant, on amène ses poussins. Oh, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, on met ses poussins dans le vert. Et les poussins ont appris la même chose qu'elle. Les poussins sont dans le vert, la poule est dans la poule, elle sait que le vert, c'est cool. Elle est parfaitement stoïque. Les poussins, parfaitement stoïques. On met les poussins dans la boîte rouge, la poule monte complètement en panique, les poussins paniquent, la poule panique, mais alors elle panique encore plus fort que quand c'était pour elle d'ailleurs. Et donc là on pourrait se dire, ça veut rien dire, peut-être que la poule ne fait que réagir à ses poussins. On est peut-être juste dans de la contagion émotionnelle, c'est pas nécessairement conscient, elle réagit juste au fait que ses poussins réagissent. C'est pour ça qu'on a le deuxième groupe. Parce que le deuxième groupe, quand on va prendre les poussins et qu'on va les mettre dans le rouge, ils ne vont pas réagir parce que pour eux le rouge c'est pas négatif. On met les poussins dans le rouge, la poule monte en pression. Ce qui veut dire que la poule projette sa propre connaissance de la situation sur ses poussins et réagit émotionnellement à ça. C'est ce qu'on appelle de l'empathie cognitive, et donc c'est la partie cognitive d'empathie qui est normalement un des seuils les plus élevés sur ce truc-là. Et on verra tout à l'heure sur une tâche d'apprentissage qu'on a la même chose. Et si vous vous demandez comment elle réagit quand les poussins rentrent dans la verte et qu'eux paniquent et qu'elle sait que c'est pas dangereux, elle panique un tout petit peu aussi par rapport à la réaction des poussins, mais beaucoup moins que normal. Donc je le disais tout à l'heure, maintenant, on sait évaluer les émotions positives. Donc là, vous avez un cochon qui a un collier qui en fait va évaluer son rythme cardiaque, sa variation de rythme cardiaque, etc. Et l'expérience, c'est faire des câlins au bidou. Et ils adorent ça. Vraiment, beaucoup bidou. Alors que les vaches, pas bidou. Pas trop. C'est vraiment le coup, les vaches. Ne vous trompez pas. Allô? Merci. Et donc, on s'est aussi posé la question de est-ce qu'eux peuvent comprendre les émotions de leurs congénères? Et on a observé que, par exemple, les émotions vont correspondre chez les moutons à la position des oreilles. C'est-à-dire que selon la position des oreilles, on est capable de dire tiens, ce mouton est plutôt inquiet, plutôt content, plutôt en panique. Et un truc intéressant, c'est qu'évolutivement, les muscles qui gèrent les oreilles chez les moutons sont assez proches de ceux qui gèrent nos sourcils. Ce qui veut dire que quand on fronce les sourcils, quand on est fâché, bah, eux, ils froncent les oreilles globalement. Et on a montré que, par exemple, les chèvres préfèrent un visage heureux d'une chèvre si on leur présente, par exemple, alors, on fait un labyrinthe en Y, c'est le labyrinthe les plus classiques, couloir, chemin à droite, chemin à gauche. Sur le chemin à droite, il y a la photo d'une chèvre qui a une expression faciale, tout va bien, et une autre, une expression faciale, tout va pas bien. Eh bien, on voit que les chèvres préfèrent aller côté tout va pas bien, tout va bien, pardon. Alors que les chevaux font l'inverse. Parce qu'il y a des animaux aussi qui sont plus sensibles, là, quand un animal va pas bien, il veut savoir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le test avec des visages humains. Et on se rend compte que ça se transfère au visage humain. Alors je ne dis pas qu'ils comprennent nos émotions, mais en tout cas, ils comprennent l'expression faciale et ce que ça peut être positif ou négatif. Et ça a été fait au-delà des photos avec des gens vivants aussi. Non que cette jeune personne soit morte, hein, j'en sais rien. Je ne pense pas. Et donc forcément, comme c'est quelque chose de fondamentalement social, on va attaquer un peu les sociétés chez ces animaux. Alors, il faut qu'on fasse une séparation entre les mammifères et l'oiseau de notre groupe. Les mammifères sont à peu près tous et toutes dans des sociétés matriarcales, c'est-à-dire vaches, cochons, chèvres, moutons, c'est la même. Société matriarcale, petit groupe de femelles adultes avec quelques jeunes autour de différentes générations, voire des amis. Il faut savoir que les amitiés, par exemple, chez les moutons ou chez les cochons, etc., sont, chez les femelles, souvent des amitiés à vie, qui peuvent être vraiment très longues. On sait par exemple que chez des moutons, les moutons sont capables de reconnaître les visages d'un mouton quand il était bébé. C'est-à-dire, si vous montrez la photo d'un de ses amis qui est agneau, il le reconnaît. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont assez dingues. Et si vous jouez le son d'un animal qui a disparu depuis plus de 2 ans, on voit que le mouton se lève et cherche
Et en fait, les moutons, comme nous, ont... En fait, nous, dans notre cerveau, on a des neurones qui codent pour certaines personnes et pour certains visages. Et vous avez, par exemple, un neurone qui code pour Donald Trump. Et j'en suis désolé. Mais on a un système je vais le faire ce mot, spécialisé, qui sert à reconnaître les visages humains, et un autre système qui est plus global, qui reconnaît les patterns. C'est pour ça que c'est plus dur pour nous de reconnaître des visages de chiens tant qu'on ne les connaît pas très bien. Les moutons ont le même système. C'est-à-dire qu'ils ont des neurones qui codent pour des visages de moutons très spécifiques, et dès que ça va être des visages humains, un peu moins précis. Et pareil pour les voix, les trucs comme ça. Et on se rend compte que, pareil, si vous jouez le bêlement d'un mouton, genre 1, 2, 3 ans plus tard, à un autre mouton qui le connaissait, eh bien on est capable de voir, avec tout un tas d'instruments, que les neurones de ce mouton se déclenchent dans sa tête. C'est-à-dire qu'il s'attend à le voir, en fait. Donc voilà, ce sont des animaux qui sont fondamentalement sociaux. Les mâles, en général, vivent à part. Ils sont soit solitaires, soit en petits groupes de mâles. Et les groupes sont généralement des groupes ce qu'on appelle en fission-fusion, qui est littéralement le fonctionnement social le plus banal chez les mammifères, c'est-à-dire groupe matriarcal, petit groupe matriarcal de 5-10 individus, autre petit groupe matriarcal, 5-10 individus qui ont quelques rapports de parenté, et dans des moments clés, ils se réunissent. Genre ça peut être la nuit, par exemple les chefs, c'est souvent pour dormir la nuit, ou à certains moments, et le reste de la journée, tout le monde va de son côté pour aller chercher à manger. Et c'est vrai que nous, on a une vision très primato-centrée de mâle dominant, de machin, etc. C'est vraiment pas la norme. La norme chez les mammifères, vous prenez les cachalots, c'est des sociétés matriarcales, les girafes, c'est des sociétés matriarcales, tous les mammifères dont on parle là, c'est des sociétés matriarcales, les mâles sont des solitaires, c'est vraiment très différent. Après, ce que je viens de vous expliquer n'est absolument pas valable dans tous les cas. C'est ultra dépendant de où vous êtes sur la Terre, des conditions, de la structure sociale du groupe. Par exemple, vous prenez à Majorque, il y a des groupes de chèvres, et il y a des groupes de chèvres qui étaient domestiques et qui sont lâchés relativement à leur vie, et il y a vraiment des chèvres sauvages. Et on se rend compte que leur structure sociale n'a rien à voir. C'est-à-dire que les sauvages ont un nombre beaucoup plus grand, qu'elles sont en société mixte, ce qui est étonnant, mais elles peuvent être aussi en société mixte, que les domestiques sont en groupe plus petit, enfin on a vraiment des trucs différents. Et il y a des études qui sont assez marrantes qui ont été menées à l'île de Rome, qui est une île à l'ouest de l'Écosse, et ils ont donné aux chèvres, en fait ils ont étudié les réseaux sociaux des chèvres pendant des années, et ils leur ont donné des noms de villes, bien avant que la série de Casa de Papel arrive. Mais du coup, maintenant, quand vous lisez les trucs, tu fais, oui, Berlin est ami avec Moscou, j'ai déjà vu ça. Et je vais vous prendre le cas des vaches, qui est une société très intéressante, parce que les vaches, elles, vivent beaucoup plus en groupe, en grand groupe. Et, comme je le disais, on a une vision très primato-centrée, et même j'ai envie de dire chimpansino-centrée. C'est mâle dominant, machin, c'est des choses qui n'existent pas tant que ça. Et surtout, chez les femelles, par exemple, chez les vaches, pardon, ça ne fonctionne pas à la force. Chez les vaches, la dominance se fait à l'ancienneté. C'est-à-dire que chez les vaches, au bout d'un moment, si vous êtes une vache, vous arriverez haut sur les places hiérarchiques, pour peu que vous viviez suffisamment longtemps. Et il y a eu des travaux qui ont été faits, ça c'est des travaux qui ont été faits en France par l'INRA, et ils ont étudié sur différents troupeaux la hiérarchie linéaire, enfin la hiérarchie sociale entre les dominants, etc. Et on se rend compte par exemple que sur ce troupeau-là, on a la femelle A qui domine la femelle B, qui domine on a un truc très linéaire. Puis dans ce troupeau-là, c'est un peu, ouais, ok, on a 3 dominantes en gros qui sont à peu près à équivalence. Là, c'est linéaire au départ et un merdier sans nom à la fin. Ici, c'est une équation, ni plus ni moins, voilà. Parce que ça va dépendre de la personnalité des individus, de comment c'est composé. Vous pouvez avoir des vaches plus fortes qui vont essayer de prendre un peu plus de pouvoir, qui des fois en auront un peu plus. C'est pas forcément la plus vieille qui est la plus dominante, c'est très variable. Et surtout, cette question de dominance, elle est à prendre avec des pincettes. Parce que les vaches dominantes, c'est celles qui vont avoir accès aux meilleurs spots pour se coucher, c'est celles qui vont avoir accès aux meilleurs spots pour manger, mais par exemple, ce n'est pas du tout elles qui font partir le groupe. Chez les vaches, ça va être d'autres individus qui sont généralement des influenceuses, qui sont celles qui ont le meilleur réseau social, ce sont généralement elles qui dirigent les groupes, et ce n'est pas les mêmes qui dirigent les groupes selon les différents endroits. Alors, à savoir qu'on a pu tester sur des animaux sauvages ou semi-sauvages, parce que par exemple, ce qu'on voit là, ces vaches-là,
sont des vaches qui sont aujourd'hui sur l'île de Swana Island, qui est une île au nord de l'Écosse. Et il y a quelqu'un qui a vu la vidéo que j'ai fait là-dessus, parce que je te vois hocher de la tête. et donc sur une chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur ces vaches parce que c'est extrêmement intéressant. C'est une île qui était habitée jusque dans les années 70, et les 2 derniers habitants sont partis de l'île dans les années 70 parce qu'ils étaient vieux, que le frère est tombé malade, que sa sœur l'a emmené sur le territoire et qu'elle n'est jamais revenue. Et avant de partir, ils ont lâché les vaches. Et aujourd'hui, ces vaches existent encore là-bas. Elles vivent toujours sur Swana Island, qui n'est pas contrôlée. Personne ne va à Swana Island. Et ces vaches fonctionnent très bien. Elles continuent. Il y a 2 ou 3 mâles et ça tourne. Ça tourne régulièrement. Donc il y a des vétérinaires qui viennent de temps en temps pour voir, mais globalement, elles sont libres. Il faut savoir que les vaches peuvent très bien se démerder toutes seules. Vous avez aussi en Angleterre, il y a... comment il s'appelle ? Je ne sais plus, mais il y a une espèce de grande zone à l'est de l'Angleterre où c'était un empereur qui venait d'Indonésie qui a offert à la reine tout un cheptel. Et en fait, ils ont laissé le cheptel là-bas et depuis, je crois, le XVIIe siècle, tout le monde leur fout la paix. Ils ont une immense zone naturelle, il y a juste des vétos qui viennent. Et c'est pareil, ils ont une population qui tient, ça fait 400 ans, un truc comme ça, qu'ils mènent leur vie peinard. Et le cas que je vais vous prendre pour expliquer ça, donc ça c'est ce que j'expliquais sur les visages, mais je reviendrai... Ah ben non, je vais revenir sur les visages. Parler des moutons. Les vaches, c'est très intéressant parce qu'on a montré aussi qu'elles ont d'excellentes capacités à reconnaître, donc à différencier une vache d'un autre animal de la ferme. Plutôt une bonne nouvelle, parce que si les taureaux commencent à essayer de monter des juments, on va être dans la merde. Mais aussi, ils ont montré qu'elles sont capables de reconnaître des individus qui sont de différentes races, de les reconnaître par le visage, et que plus la race est éloignée de la leur, et plus elles ont du mal. Probablement parce que, par exemple, les Primolstein, qui sont ces vaches-là avec les grosses marques noires, elles vont utiliser les patterns du visage pour reconnaître une autre vache. Et par exemple, si on leur présente des normandes parfaitement blanches, des trucs comme ça, elles ont beaucoup plus de difficultés à reconnaître. C'est ce qu'on appelle les féraces, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les humains sur des ethnies qui sont très éloignées. C'est pour ça qu'il y a souvent un truc où on dit il y a une remarque un peu raciste qu'on entend de temps en temps, les Chinois ils se ressemblent tous. Mais pourquoi est-ce qu'on entend ça? Ce truc-là a quand même une racine, c'est qu'à la base, nous, en tant qu'occidentaux, on va servir de certains trucs de la forme des yeux pour reconnaître certains trucs de la forme du visage. Et chez des populations qui ont des visages qui peuvent être un peu différents sur ces aspects précis, ça nous perd parce que ce n'est pas les trucs qu'on utilise d'habitude, ils ne sont pas faits exactement de la même manière. Et après, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui passe parce qu'on a repris le truc. Et donc, les vaches sont même capables de reconnaître des individus qui sont apparentés. Et encore plus dingue, on a montré que les vaches étaient capables de reconnaître des individus qui avaient été clonés d'un individu qu'elles reconnaissent. Clonés. Donc il y a vraiment, les vaches peuvent reconnaître, enfin, c'est des videurs de boîtes de nuit, les vaches, hein, c'est des physionomistes de folie, elles sont capables de reconnaître une autre vache qu'elles connaissent, une qu'elles ne connaissent pas. Enfin, et donc pour revenir sur le fonctionnement social, je vais vous raconter une des histoires qui me plaît le plus. Vraiment, elle est fascinante. C'est sur des zébus, donc qui sont des cousins directs des vaches, qui ont même été pendant longtemps considérés comme des sous-espèces d'ailleurs, c'est plus le cas. Et il y avait un professeur qui devait partir au Kenya pour enseigner, je ne sais plus ce qu'il devait enseigner, c'était la philo, un truc comme ça. Et le problème, c'est quand il est arrivé, il n'y avait rien de prêt. L'université n'était pas prête, il ne pouvait pas commencer ses cours. Donc le mec s'est dit, bon, eh ben, je vais faire autre chose. Je vais regarder où c'était peut-être de l'ethno, un truc comme ça, ou de l'anthropo. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais observer les vaches et les zébus. Et là-bas, en fait, ils ont ce qu'ils appellent des baumas, qui sont des espèces de ranch. Et en fait, le matin, ils ouvrent. Les zébus, bon, je vais dire zébus, vaches, on se comprend, partent le matin, elles ont 8000 hectares de terrain, elles font ce qu'elles veulent, il n'y a aucun humain qui gère, et le soir, elles rentrent d'elles-mêmes, et voilà. Et du coup, Reinhardt et son épouse, qui elle aussi était chercheuse, se sont dit, bon, bah, on va regarder, on va observer ce truc-là, on va noter. Et pendant 4 ans, ils ont passé leur temps à observer le fonctionnement de ces animaux. Et il y a 3 ou 4 publications qui sont, mais elles sont folles. Par exemple, ce qu'ils ont montré, c'est, tout à l'heure je vous disais qu'il y a différents animaux qui vont diriger, par exemple, pour le départ. Et bien dans ce groupe-là, je vous présente Alma, qui est la femelle qui dit « c'est maintenant qu'on part ». Le matin, quand on ouvre les portes, c'est elle qui part. Donc forcément, Reinhardt, il s'est dit « qu'est-ce qui se passe si on l'empêche de sortir? Que vont faire les autres ?» Et bien les autres partent pas. Les autres sortent. Elle est où, elle? Bah elle est où? Alma. Eh ben on va se coucher. Et les vaches se couchent devant le truc et attendent. Et donc si jamais on libère pas Alma pendant un moment, c'est Dora, qui est celle du soir,
qui va prendre le lead et qui va aller emmener les vaches pour aller se balader. Et si on libère Alma à ce moment-là, Alma va taper un sprint de malade, dépasser toute la cohorte, passer devant et reprendre la tête. Et tout le monde va la laisser faire parce que c'est normal. Alors que si on bloque, par exemple, Rosvita, qui était la dominante du groupe, tout le monde s'en tape. Alma, elle sort, elle fait « tout le monde est là, je m'en fous, allez, on y va ». Et c'est pareil avec Dora, si on bloque Dora, tout le monde s'en fout, ça part. Donc c'est vraiment Alma qui est importante. Alors que le soir, c'est Dora qui ramène. C'est pas Alma. Alma, elle peut rester sur le truc, c'est Dora qui ramène le groupe. Et là-bas, comme il y a des problèmes avec des moustiques, des maladies, des machins comme ça, le soir, il les force en fait à plonger dans un bain qui est une espèce de bain de produits de protection. Et elles ont peur, elles n'aiment pas. Et là, c'est Rosvita, c'est la dominante qui va en premier. Donc ça dépend des trucs, et on l'a montré aussi chez des vaches domestiques plus classiques, on a montré le même type de truc. Il y en a qui vont emmener au point d'eau, il y en a qui vont emmener aux différentes pages de nourriture. C'est très variable. Et par exemple, ce qu'on voit là, sur ce schéma, c'est à travers de septembre 1976 à octobre 1976, c'est les places qu'ont eu chaque individu. Donc ça, c'est Alma. Première place, deuxième, première, là il y a eu un peu de truc. Et on voit que sur la durée, c'est vraiment très, très, très stable. La deuxième, ça doit être... c'est Vanda, c'est une femelle qui est tout en bas de la chaîne de dominance, ici. Donc c'est pas du tout un animal dominant. En général, les dominants sont sur du centre du troupeau. Donc si vous voyez des troupeaux de vaches, il suffit de regarder qui est au milieu et vous saurez que c'est les dominantes. Et effectivement, on a Rosvita qui a 14 ans, qui est une des plus anciennes, statut de dominance 89%. Rosvita est là. Et on voit qu'elle est milieu arrière. Et à la fin, c'est le taureau. Le taureau ne lead pas, jamais. Même si, quand il y a des trucs de dominance qui veulent s'installer, on le laisse passer la plupart du temps dans ce groupe-là. Mais le taureau ne domine pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul cas où le taureau va passer devant, c'est s'il croise un autre groupe avec d'autres femelles et un autre taureau. À ce moment-là, j'ai pas envie de faire le mec misogyne, mais il y a un moment où on m'y oblige. S'il croise un autre groupe, le taureau dépasse toute la cohorte, dépasse tout le monde, monte devant, il se met devant le groupe, il se retourne, il bourre les femelles pour qu'elles arrêtent d'avancer, il se retourne et il flexe. Et donc il se met à ronronner, à rugir, ils ont une espèce de rugissement bien spécifique, il va rugir, le taureau va faire pareil, ils vont se mettre en face, ils vont faire les mains, et péter la gueule et tout, et puis les vaches, elles font, on y va, nous, on laisse. Les vaches, littéralement c'est vrai, hein, les vaches se barrent. Et donc je le disais tout à l'heure, on observe des amitiés qui peuvent durer sur du long terme, et là c'est le même groupe. Donc là, on a le nom d'un peu toutes les femelles, et ils ont testé la femelle Nanette. Et donc c'est à travers 75, 1976, 77, 78, 79, et il va y avoir des partenaires différents pour les activités, c'est-à-dire que certaines vaches vont avoir une meilleure amie pour dormir, elles vont avoir une meilleure amie pour manger, là c'est la meilleure amie pour manger, elles vont avoir des meilleures amies pour faire des léchouilles, parce que chez les vaches, dès que vous voyez des vaches se lécher, c'est un comportement social qui est positif pour les vaches, et qui est un phénomène de renforcement en fait. Un peu comme les pouillages chez les primates. Et là, on voit avec qui on la retrouve en train de manger. En 79, elle est... c'est qui là? C'est Nanette et... Ah, il ne donne pas le nom. Ah bah si, elle est dessous, c'est Gila, je crois. Ouais, ça doit être Gila. Et on voit qu'on la retrouve presque uniquement avec Gila en 79, que avec Gila en 78, quasiment que avec Gila, boum, boum. Et en fait, elle a vraiment une meilleure amie. Et si on remonte, en fait, ça monte comme ça, c'est-à-dire que là, elle était un peu plus... elle changeait un peu plus. Et en fait, elle est vraiment devenue ultra meilleure copine avec Gila. Et c'est pareil pour les léchouilles, vous regardez, vous avez le même truc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment à quel point ça tient dans la durée. C'est jour après jour, tout le temps. Alors, je parlais des pouillages, de léchage et de trucs. Alors, chez les cochons, par exemple, c'est des contacts avec le nez. Et les poules aussi ont une espèce de sorte d'épouillage, comme on peut le voir ici, qui va être fait, comme on le trouve chez les autres animaux qui font ça, au niveau du bec. Alors, il y en a qui aiment moins que d'autres. Et juste pour le fun, il faut savoir que vous avez d'autres animaux qui nidifient. Les cochons nidifient. Si on les laisse faire, les cochons font des nids. Voilà une vidéo qui a été faite avec un sanglier, mais si on laisse faire, les cochons font globalement la même chose. S'ils en ont la possibilité, ils font un nid avec un dôme. Den. Look at that. You see, she's scraped up old hay, pine needles, all this stuff. Look at this. Look at that. Ça, c'est une laie qui a fait ça.
You can totally crawl inside and On through it. l'entend d'ailleurs. Elle est dedans, je It crois. Ouais, is elle doit pas être so loin. cool. Ah non, c'est la nuit. Is that your home? She totally made herself a home. That is insane. Donc, la plupart du temps, les cochons vont pas recouvrir, mais ça peut arriver. Et les laits, elles recouvrent. Hey, sweetie. Hey, it's Daddy. Voilà, elle est à l'intérieur de How cette are petite you? cabane. Hi. You'll come say hi? I just come to check on you in your home. What's going on? You do live here, don't you? Then come on out. I just leave you be. Bye-bye, Big Pig. See you in the morning. Voilà. Alors maintenant, on va quitter un tout petit peu les mammifères pour aller voir les oiseaux. Alors, les poules, ça n'a rien à voir. Mais alors rien, mais rien. Voilà la structure sociale typique chez les poules. Vous avez ici le mâle dominant. Et alors là, quand on parle de mâle dominant chez les poules, on parle de mâle dominant. Alors, les coqs, globalement, sont des connards. Mais leur job, c'est d'assurer la sécurité des poules et de leur trouver à manger. Et pour ça, ils sont extrêmement forts. Je vais vous raconter des histoires là-dessus. Donc vous avez normalement le coq, différentes femelles qui sont plus ou moins dominantes, qui elles-mêmes ont leur hiérarchie entre elles, qui ne rentrent pas en relation avec celle des coqs. Donc on a le coq, ça c'est probablement ses deux femelles préférées, ça c'est celles qui doivent être un peu plus bas dans la hiérarchie, et ça c'est les losers. Donc, les groupes sociaux chez les poules sont ce qu'on appelle des groupes en harem. C'est-à-dire que vous avez un mâle, plusieurs femelles, et d'autres mâles qui vont rentrer dans un nombre de catégories que je n'ai même pas le temps de vous expliquer tellement il y en a, mais vous avez ceux qui vont vivre sur le territoire d'un mâle dominant, et qui ont leur propre territoire sur le territoire du mâle dominant, et qui ont eux aussi leur poule. Donc il a un sous-territoire, mais en revanche, si l'autre veut venir sur son territoire, le dominant, il est obligé de le laisser passer. Vous en avez qui n'ont pas de territoire et qui sont des vieilles merdes qui vont d'un territoire à l'autre et qui sont chassés par à peu près tout le monde. Donc eux, autant vous dire que jamais de la vie ils se reproduisent. Vous en avez qui sont entre les deux, qui naviguent un peu d'un groupe à l'autre. Les plus jeunes, c'est souvent ça. Vous en avez qui font super bien le boulot, qui défendent le territoire avec le mâle dominant et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils crèvent pour prendre sa place. Donc vous avez différentes stratégies chez les mâles. Et les cas que je vais vous prendre viennent d'une publique qui est fascinante et qui est hyper ancienne, parce qu'elle date de 69. En gros, il existe... Est-ce que j'ai mes images de... Voilà. Il existe une île au nord-est de l'Australie qui s'appelle Northwest Island, donc l'île du nord-ouest, au nord-est donc. Et cette île, donc là on voit différentes photos donc qui sont contemporaines, je ne peux pas vous dire que ça ressemble à ça dans les années 70. Et donc Northwest Island, c'est une île en fait qui à la base a eu plusieurs petites industries dans les années 40, 50, etc., notamment de mines. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à faire, tout le monde est parti, mais ils ont laissé les poules dessus. Et c'est des souches qui sont très proches encore de la souche sauvage, parce que, oui, les poules sauvages existent encore, contrairement à pas mal de nos mammifères qui n'ont plus vraiment d'ancêtres. Par exemple, les vaches, c'était le roc, ça n'existe plus. Il faut savoir que les poules, c'est des animaux qui viennent d'Asie. C'est des animaux qui viennent d'Asie du Sud-Est et qui sont des animaux de jungle. D'ailleurs, en anglais, les poules, ça s'appelle Red Jungle Fowl. Donc, les poules rouges de la jungle. Enfin, les souches sauvages, ça s'appelle comme ça. Sinon, c'est chicken. Donc, il y a des scientifiques qui sont allés sur cette île qui n'était plus habitée et qui avaient des poules qui vivaient là-bas. Et ils ont cartographié, en fait, les territoires. Donc, les territoires, en gros, c'est un arbre. Et il y a deux phases dans la vie des poules. Vous avez la phase reproduction et la phase non-reproduction. Phase non-reproduction, ça ressemble un peu à ce merdier. Donc le territoire, il a un arbre de perchage. L'arbre de perchage, c'est le centre du territoire. C'est là où les poules vont monter dormir la nuit. C'est l'endroit le plus important. Donc par exemple, là, c'est ce qu'on voit sur... Alors, je vais prendre une zone plutôt d'abord reproduction. Donc ça, c'est la petite queue d'île qu'on voit ici. Qu'on voit là. On a les territoires des différents mâles. Donc les points noirs, genre 3, tout ça, c'est les arbres de perchage. Et les lignes, c'est les territoires. Boum. Et les blancs, c'est les arbres secondaires, si jamais ils sont dérangés ou s'il y a un sous-mâle qui loge là-bas. Et donc pendant cette période-là, ce qui va se passer, c'est que les poules vont se faire féconder par le coq. Elles vont aller se planquer dans un coin tranquille pour ne pas se faire embêter.
Si jamais c'est un autre mâle qui l'attaque, enfin qui essaie de copuler avec elle, parce que les mâles ils sont un peu chauds, elle va crier parce qu'elle n'est pas d'accord, parce que les poules choisissent les mâles qu'elles veulent, quand elles peuvent. Du coup, le dominant à ce moment-là va arriver pour péter la tête à celui qui est en train d'essayer. Et ensuite, elle va s'éloigner, elle va creuser un petit trou. Alors il faut savoir aussi que les poules demandent aux coqs de leur montrer des endroits où elles vont nidifier, et la plupart du temps, ça ne leur plaît pas. C'est chiant, une poule. Un coq qui va faire, là c'est super bien, t'as le soleil qui arrive, non. Là c'est super, non. Voilà, c'est un peu ça au départ. Et les coqs, eux, vont ensuite faire le tour du territoire et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres coqs qui tentent des incartades. Parce que qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand les poules ne sont pas en train de faire leur petit tout ça, il y a des poules, elles vont se balader, elles vont dire oh, il y a un coin trop cool pour manger, qui est au pied de l'arbre d'un autre mâle. À ce moment-là, leur mâle dominant, il va dire bouge pas, bébé, je vais te le récupérer. Et c'est pour ça que vous allez avoir des mâles qui vont se péter la tête entre eux. C'est qu'en général, les poules ont trouvé un endroit cool sur le territoire de l'autre, et du coup, il y a des guerres de territoire qui se font. Donc les poules, normalement, ne se mélangent pas pendant la phase où elles ont les petits, pour habituer un peu tout ça. Et en phase non reproductive, non, c'est pas ça. Hop. En phase non reproductive, ça va plus ressembler à ça, c'est-à-dire les arbres de perchage, et les territoires sont un peu plus flous. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer comme on le voit là-bas, en groupe, et globalement, ils sont sur le territoire, mais il n'y a pas de défense active des frontières du territoire. C'est un peu plus lâche. Et par exemple, ça c'était hyper marrant comme truc, c'est qu'ils ont suivi toute une guerre qui s'est passée, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait en gros un gros mâle dominant qui gérait le centre, et des mâles de l'autre côté qui bloquaient les attaques du 2 et du 6, qui étaient donc Intruder et Dos Rouge. Et en fait, le mâle ici est mort, son territoire s'est scindé en deux groupes, donc là, les croix qu'on voit, c'est des incartades par les autres. Il y a eu des attaques par le nord et par le sud, où du coup, il y a deux jeunes mâles qui ont essayé de récupérer le territoire, puis Intruder, qui était celui du nord, si je me souviens bien, oui, Intruder a réussi à en dominer un qui est descendu tout en bas de la hiérarchie, qui a perdu toutes ses poules et son arbre. L'autre a réussi à récupérer un tout petit bout de territoire. Enfin, c'est Game of Thrones, le truc. C'est vraiment hallucinant comme histoire. Et c'est pareil, il y a des vidéos, pas des vidéos, mais il y a une étude super longue où ils expliquent tout ce fonctionnement-là. On l'a aussi sur un zoo de San Diego où les animaux étaient laissés libres. On a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les poules, contrairement à ce qu'on fait en élevage ou en choses comme ça, ne sont pas des animaux qui vivent entre femelles et ce ne sont pas des animaux qui vivent en grands groupes. Normalement, elles vivent en petits groupes et elles vivent avec des mâles. Et les mâles ont une importance, c'est-à-dire que les mâles assurent la sécurité chez les poules. C'est eux qui font les signaux d'alerte aériens. Dès qu'il y a un prédateur aérien, ils signalent et ils ont des vocalisations très précises pour dire attention, il fait telle taille, il est grand comme ça, etc. Il arrive sur vous. Oui, il est très tard, j'avance, j'ai presque fini. Et en fait, ils ont aussi un cri pour les prédateurs terrestres. Les mâles trouvent de la nourriture, donc ils appellent les poules pour dire « Ah, j'ai trouvé de la nourriture, il faut venir là ». On a découvert que c'était capable de mentir aussi à ce sujet. Bref. Et on a également ce qu'on va appeler de l'apprentissage. Tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire avec la poule, les boîtes bleues, la boîte verte, la boîte rouge. Et bien là, je vous montre la même, mais sur de la nourriture. Donc, c'est tiré d'une étude de... C'est quoi son prénom? Bon, c'est Nicole Pope, c'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur la question de l'apprentissage chez les poules. Et elle a montré qu'à la base, si une poule apprend que certains grains, on va dire des grains verts, sont parfaitement comestibles, et des grains rouges ne sont pas comestibles, ils sont amers. Elle va manger les verts, pas les rouges. Ok, très bien. Ensuite, on lui montre ses poussins, mais elle ne peut pas accéder aux poussins. Eh bien, elle, à partir du moment où les poussins vont manger dans le vert, tout va bien se passer. Quand les poussins vont commencer à manger dans le rouge, elle va se mettre à vocaliser, elle va taper pour attirer leur attention, alors qu'en fait, les poussins, les deux sont comestibles. Il n'y a pas de souci. Et on se rend compte qu'elle projette, encore une fois, comme tout à l'heure, sa propre expérience, que les rouges sont toxiques, alors que pour les poussins, ils ne le sont pas. Et là, c'est une expérience qu'ils ont refaite pour un documentaire, mais c'est exactement la même expérience. La poule a appris qu'il y a à manger, il y a des verres de farine dans la sueur de la gamelle jaune, mais pour elle, il n'y a que de la sueur, dans la rouge, il n'y a rien. Et donc là, pour elle, elle est en train de voir ses poussins en train de bouffer de la sueur. Sachant que pour elle, tout va bien. Hein. Enfin, pour les poussins, tout va bien. Il y a des vers. Là où ils sont en train de manger, il y a des vers. Donc là, les poussins s'en tapent complètement. On ne l'entend pas parce que ça parlait par-dessus, j'ai enlevé, mais la poule vocalise.
Elle essaie, donc là, ce qu'elle fait, c'est un comportement qu'on appelle le tick beating, c'est-à-dire qu'en fait, elle tapote avec la tête, elle prend les vers et elle les lâche, c'est pour montrer, pour attirer l'attention des poussins et pour leur montrer la nourriture. Elle n'est pas du tout en train de manger. Vous voyez, elle le relâche. Donc là, les poussins n'en ont toujours rien à cirer. Là, elle essaie de faire du bruit pour attirer leur attention. Vu qu'elle se dit, vraiment, ils sont trop cons. Et là, ça y est. Ah, maman, elle a dit un truc. Vite, vite, on va sur l'autre. Alors que pour eux, bah, les deux sont bons. Et on a aussi des travaux qui ont montré, donc ce qu'on va voir là, c'est Christian Novroth, qui est probablement le plus grand spécialiste des chèvres aujourd'hui, qui montre que des chèvres sont capables de demander à un humain de l'aider. Elles ont appris qu'elles pouvaient retirer un Tupperware pour récupérer à manger qui était dessous. Sauf que là, en fait, ils l'ont vissé. Donc elle ne peut pas le relever. Et on voit qu'elle fait un peu comme un chien, c'est-à-dire qu'elle va regarder régulièrement vers lui, la boîte. Donc il se met dos, et là c'était pour voir si est-ce qu'elle prend en compte le champ de vision de l'humain, le fait qu'il ne puisse pas voir. Et c'est très intéressant parce qu'on a montré que c'est le cas. Voilà, et là il y a lui qui est de face, et là il y a son élève qui est de dos. Et du coup la chèvre vient le voir lui. Comportement qu'elle ne fait pas quand il n'y a personne, voilà, elle vient le chercher, ensuite elle va chercher l'autre personne qui ne regarde pas et elle passe devant pour attirer son attention. Elle vient demander de l'aide. Et ce qui est marrant, c'est que donc Christian Novroth qui est là, il a fait des tests comme ça pour voir si elle portait attention au champ de vision. Donc par exemple, il pouvait leur donner un truc, mais ils n'y avaient pas accès, il fallait que ce soit lui qui donne, et il était soit assis comme ça, soit de dos. Et on se rend compte que les chèvres considèrent que quand il est de dos, il voit, mais quand il voit pas, pardon, mais quand il est comme ça, il voit. Et pour nous, ça paraît con, mais les chèvres, ça a les yeux là. Du coup, pour les chèvres, elles ont 330 degrés de champ de vision. Donc elles voient très bien sur le côté, donc pour elles, ils voient, il n'y a pas de souci. L'avant-dernier truc que je voudrais vous montrer, il est absolument fascinant, c'est encore le fait de travaux sur les sangliers. C'est quelque chose qui est récent, ça a été observé en 2021. En fait, en République tchèque, ils ont un problème avec les sangliers et la fièvre porcine, qui ensuite se transmet aux élevages, etc. Donc, ils capturent des individus pour faire des prises de sang, pour vérifier s'ils ont la fièvre porcine, pour ce genre de truc. Mais il y a aussi des chasseurs qui utilisent ce genre de pièges. Donc les pièges, c'est ça. C'est en gros une boîte en métal avec deux rondins de bois. Et ces rondins de bois sont tenus par un crochet qui est tendu en bas. Et par terre, il y a à manger. Et en fait, quand l'animal mange, il défait le crochet, ça fait tomber les deux rondins, pouf, et ça vient fermer sur les côtés. Et les animaux se retrouvent enfermés. Et donc ça, c'est dans une forêt en République tchèque. Et puis, ils ont un capteur qui leur dit « le piège est activé ». Et puis, il y a une nuit, pouf, le truc fait piège activé. OK, le lendemain matin, ils y vont. Il n'y a rien. OK. Puis 2-3 jours plus tard, piège activé. Ils retournent. Il n'y a personne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un piège photographique. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai pris toutes les photos, j'en ai fait une petite vidéo, et j'explique après ce que vous allez voir. Donc là, vous avez des jeunes sangliers. Il y en a 2 qui vont rentrer dedans. Pouf, ils se retrouvent prisonniers. Et voilà la photo au matin. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc en fait, on a 2 jeunes qui sont rentrés dans la cage et qui ont commencé à manger. En fait, au départ, il y avait un tout petit jeune, il y a vraiment un très très jeune et un peu plus âgé. Et le très jeune, en fait, n'a pas déclenché le piège. Et le deuxième est rentré dedans, il a déclenché le piège. Tout s'est fermé. Et un peu plus tard, vers minuit ou 1h, un truc comme ça, on a les heures là. Donc là, ils se font piéger à 23h21, 1h27. Et en fait, à 1h, donc là, à 1h27, on a une femelle adulte qui arrive avec plusieurs petits. On le sait, société matriarcale, etc. Très probable que ce soit la mère. Elle arrive avec son groupe social. Là, vous voyez sa crête de dos qui est redressée. Cette femelle est dans une colère noire. Et donc, assez rapidement, vous voyez, 1h31, elle commence à s'activer sur le rondin. Et les autres aussi, d'ailleurs, s'activent sur le rondin. Elle n'est pas toute seule. Ensuite, 1h34, elle galère à l'enlever. Alors, on ne le voit pas bien, mais en fait, elle revient de l'arrière. Elle a essayé d'enlever celui de derrière parce qu'elle n'arrivait pas à enlever celui-là. Elle revient. 1h36, elle l'a fait sauter. Donc, 9 minutes. Hein. En 9 minutes, elle a ouvert. Il reste un tout petit peu dedans. Et à 1h56, il ne reste plus que le plus âgé des 2. Et à 7h33, il n'y a plus personne parce que le piège n'a plus été déclenché. C'est l'un des très rares comportements de secours qu'on a observé dans la nature,
où on a une femelle qui est venue secourir des petits, qui est venue secourir d'autres animaux. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle un comportement de secours, c'est-à-dire qu'elle se met en risque potentiel parce que des chasseurs utilisent ça. Là, ce n'était pas le cas, mais des chasseurs utilisent ce genre de piège. Elle n'avait rien à en tirer. Et visiblement, il y avait une réaction émotionnelle aussi, même si c'est dur à évaluer, parce qu'il y a cette crête qui est complètement hérissée. Donc ça soulève des trucs très intrigants. Et donc forcément, on se pose la question, ça pose la question de à quel point est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe, à quel point ils pourraient avoir conscience, par exemple, de la mort sur ce genre de situation. J'en sais rien, personne n'en sait rien. Voilà. Bon, on va régler ça tout de suite. On est d'accord, il y a un écran qui s'éteint régulièrement. Ouais, ok, d'accord. Parce que moi, je vois juste le truc qui clignote. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pardon, je reprends. C'est quelque chose qui est presque impossible à étudier, pour des raisons éthiques, pour des raisons où on n'a pas accès à la subjectivité des animaux, et il faut en plus prendre en compte que même chez les cultures humaines, on ne réagit pas à ça de la même manière. Mais on l'a dit, c'est des animaux extrêmement sociaux, qui créent des liens très forts entre eux, donc la perte d'un individu n'est pas anodin. Ça, c'est sûr et certain. On le sait. Par exemple, ça, c'est chez des pécaris, donc ce sont des cousins des cochons. Ah, j'ai pas mis la vidéo, d'accord, je montrerai l'autre vidéo. On voit pas grand-chose. En fait, c'est un gamin qui a fait un projet d'école et qui a posé un piège caméra. Et il a photographié ce comportement-là, où en fait, c'est un groupe de pécaris où ils étaient 4 pécaris, et il y en a un qui était malade et qui est mort. Et qui est mort vraiment devant le piège photo, quoi. Donc il photographiait, boum, boum. Et les autres ont refusé de quitter le corps, et ils sont restés contre le corps, ils ont essayé de le relever au départ. Ensuite, ils sont restés couchés contre le corps, ils l'ont protégé contre les coyotes. Et il est indéniable, il savait qu'il n'y avait plus personne, il ne bougeait plus, il ne faisait plus rien, il ne devait pas se sentir très bon. Et le temps passe, il y en a un qui est parti, les coyotes ont continué, les 2 autres sont encore restés, et ils sont restés 2 ou 3 jours, 3 jours je crois. Et à la fin, ils ont fini par tous partir parce que les coyotes étaient arrivés en masse et que c'était plus gérable. Ce qui fait que je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans leur tête, mais clairement, la réponse n'est pas rien. Ça a une importance pour eux. C'est très dur à étudier, ça n'a quasiment pas été étudié, mais des retours anecdotiques, notamment de refuges animaliers pour ce type d'animaux, rapportent des trucs, que ce soit sur eux, que ce soit sur des ânes aussi. Et là, je vais vous montrer justement, je terminerai là-dessus, sur une vidéo qui vient de Farm Sanctuary, qui est un sanctuaire pour animaux d'élevage aux États-Unis, et qui ont des animaux qui laissent en liberté comme ça. Et vous allez voir le fonctionnement d'un troupeau autour d'un animal qui est en fin de vie. Je trouve que cette vidéo est particulièrement belle du fait qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme. Ce qu'on voit est factuel. On sait que ces animaux peuvent créer des amis, on sait qu'ils sont très soudés socialement. Qu'il y ait des réactions comme ça n'a rien de très étonnant en réalité. Et c'est un peu ce que je voulais essayer de
de vous faire toucher du doigt, même s'il y a encore plein d'autres choses à raconter, c'est le fait qu'on a souvent tendance à considérer ces animaux comme des nombres ou comme juste des choses qu'on voit passer dans les champs. Mais en fait, on a plein d'individus hyper différents, avec des relations extrêmement riches, avec des vies qui sont importantes pour eux et pour elles. Et malheureusement, on ne prend pas assez en compte, je pense, dans l'ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu une fenêtre sur le monde de ces animaux-là. Je vous remercie de votre attention et je suis désolé d'avoir dépassé comme ça. Merci beaucoup Sébastien. On va passer aux questions. La première étant toujours la plus difficile à venir, mais là, ça vient tout de suite. Bonsoir, merci pour la présentation, elle était très bien. J'avais une question de détail. Vous avez parlé des poules qui stabilisaient leur tête avant le corps pour ne pas avoir envie de vomir. Est-ce que c'est aussi pour tous les autres animaux? Parce qu'il y a les corneilles, par exemple, qui vont, elles, avancer en sautillant. Et donc, c'était pour savoir si vous aviez une explication aussi par rapport à ça. Ça va être pour la plupart des oiseaux, en tout cas. Après, ceux qui se déplacent en sautillant, ouais, c'est une bonne remarque. J'en sais rien pour ce caprice. Peut-être qu'elles mettent la tête avant de sautiller, donc c'était pour savoir si vous aviez de toute façon, on voit bien quand ils font la pub Mercedes que de toute façon, dans tous les sens, ça stabilise, donc probablement que... je ne saurais pas dire dans ce cas précis. Et j'avais une autre petite question à côté. Il y a souvent dans les groupes matriarches, il y a beaucoup de femelles et quelques mâles. Est-ce que vous avez un pourcentage de naissance mâle-femelle, par exemple, chez les vaches? Alors, je n'ai pas le pourcentage de mâle-femelle, mais en soi, il y a probablement un pourcentage de mâles un peu plus faible, mais c'est du doigt mouillé ce que je suis en train de faire. Mais en fait, on est dans des sociétés où de toute façon, les mâles vont partir seuls d'eux-mêmes et migrer plus ou moins loin. Donc, en fait, il y a une grande question de pourquoi les mâles partent aussi. Il y a plusieurs suppositions à ça. Mais est-ce qu'il y a un biais de sélection au niveau de la reproduction? Je l'ai su, mais j'ai pas envie de dire une bêtise, donc je crois que oui, mais... Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous auriez une explication sur comment font les pigeons voyageurs pour revenir chez eux au bout de 600 km en ayant fait le trajet en camion, donc en ne voyant pas le voyage aller, et puis font le voyage retour? Sur quoi se base-t-il? Alors, j'ai pas travaillé extensivement sur les pigeons, mais un petit peu, c'est un animal que j'aime bien. Champ magnétique, déjà. Deuxièmement, la plupart des oiseaux qui voyagent beaucoup prennent des points de repère. Et il est très probable que quand ils font le trajet en avion, ils ont probablement déjà fait la route avant. Et surtout, ils reviennent à leur pigeonnier en se repérant au départ. Parce que je ne connais pas très bien cette pratique, mais j'imagine qu'on doit régulièrement les faire déplacer pour qu'ils connaissent la zone autour de leur pigeonnier. Et donc, ils peuvent se repérer avec des cours d'eau, ils peuvent se repérer avec tout un tas de repères comme ça, des clochers. Ils utilisent beaucoup de points de repère humains ou des points de repère naturels. Et il faut savoir que les pigeons, c'est des animaux aussi avec une mémoire qui pose un vrai problème quand on fait des travaux, parce qu'on ne sait jamais s'ils ont mémorisé tous les stimuli ou si on est obligé de biaiser les trucs pour essayer de les arnaquer, parce qu'ils ont une mémoire qui est incroyable, les pigeons. Donc à mon avis, c'est un ensemble de ça. C'est un ensemble de... Par exemple, sur des cas, je connais beaucoup mieux sur les poissons, parce que je connais très très bien les poissons. Il y a beaucoup de poissons qui vont naître sur des endroits, et à l'état d'alevin, ils sont trop petits pour se battre contre le courant. Du coup, ils vont être dégagés, sauf qu'à l'âge adulte, on les retrouve là où ils sont nés. Mais en fait, c'est parce qu'au départ, ils utilisent le champ magnétique pour nager dans une direction. Et ça a été montré bobine de Helmholtz, comme le truc de tout à l'heure. Ils nagent au champ magnétique et ensuite ils se repèrent en arrivant aux odeurs, aux trucs comme ça. Ce que font en partie les saumons en haute mer aussi. Les saumons, on sait que si le champ magnétique tourne, les saumons n'entrent pas dans les estuaires de la même manière. Voilà. Et après, ils y vont à l'odorat, les saumons. Oui, monsieur, merci beaucoup. C'était vraiment une conférence passionnante et émouvante aussi. Et qui remet en cause aussi pas mal de choses. Et on pourrait reparler du spécisme et d'autres. Mais moi, je voulais vous poser deux petites questions, ou petites, je ne sais pas, mais sur la transmission, notamment la transmission de cette contagion émotionnelle. Quels sont les mécanismes supposés de cette contagion? Parce que le langage est peut-être un peu fragmentaire. Est-ce que ce sont des positions, des attitudes, des modifications qui
qui nous échappent peut-être ou qui sont investigués? Ça, c'est une première question. Une deuxième, est-ce que le petit génie, là, le petit poussin de 3 jours, qui est déjà fort en maths, est-ce que au cours de son évolution, de son vieillissement, est-ce que ses performances s'améliorent ou bien, bon, il a fait ça 3 jours et puis il reste comme ça à un niveau de... Très bonne question. Ouais. Merci. Alors pour la première, ça dépend des animaux et comment on peut évaluer ce genre de choses. C'est probablement... Alors, si on parle par exemple des rats ou des trucs comme ça, on va commencer à parler ou des primates de neurones miroirs qui vont reproduire, en fait, dans le cerveau, on va reproduire ce que l'autre est en train de faire, donc on va ressentir un peu les émotions que l'autre va être en train de faire. Et ça peut être transmis par tout un tas de phénomènes et ça ne sera pas conscient comme truc. Donc, comment savoir exactement ce que c'est qui le fait? Parce que, comme on disait, ils peuvent reconnaître les positions des oreilles, ils peuvent... Et puis, si on prend vache, chèvre, mouton, cochon, ils sortent les phéromones. Par exemple, quand vous voyez des chèvres ou des chevaux lever la lèvre supérieure, c'est qu'ils accèdent à ce qu'on appelle l'organe voméronasal qui est au-dessus et qui est l'organe des phéromones. Et donc, il peut y avoir de la phéromone aussi. Par exemple, on sait que les vaches, si jamais vous mettez un seau et que vous mettez de la nourriture dedans, elles vont aller y manger. Si vous pulvérisez d'urine de vache sur le côté, elles vont continuer d'aller y manger. Si vous pulvérisez de l'urine de vache stressée, elles vont arrêter d'aller y manger. Donc voilà, on peut avoir des trucs comme ça. Pour la question du poussin, c'est une très bonne question. Contrairement à des espèces comme les nôtres, on ne peut pas avoir accouché d'un humain évolué parce que sinon les femmes exploseraient à chaque fois. Donc on est obligé d'avoir un bébé qui n'est pas bien évolué et puis ensuite qui va se développer. Chez les poules, ils n'ont quasiment pas besoin. Il y a quelques phénomènes qui vont évoluer, mais en réalité, un poussin qui naît a déjà presque toutes les compétences d'un poussin adulte. Et ensuite, il va développer des choses, notamment avec le comportement social. Mais si on commence à entrer dans les poules, il y a des trucs vraiment super bizarres parce que, par exemple, le poussin commence à communiquer avec sa mère avant de naître. C'est-à-dire que dans l'œuf, il vocalise avec sa mère et ils échangent des trucs. Et par exemple, les poussins ont besoin d'être éclairés d'un certain côté, l'œuf a besoin d'être d'un certain côté, parce que dans l'œuf, ils ont l'œil qui est collé contre la coquille, un œil. Et il a besoin de recevoir de la lumière pour que les hémisphères cérébraux se développent correctement et tout. Et s'il n'est pas dans le bon sens, il va vocaliser pour que la mère tourne l'œuf. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Bonjour, merci pour votre conférence, j'ai appris énormément de choses et j'ai une question en fait qui me vient à l'esprit comme ça en fait. À la base j'ai fait langue et j'ai une question qui vient à l'esprit, c'est que vous avez parlé justement des animaux qui savent reconnaître quand il y a une espèce qui est plus ou moins la même race que la sienne et d'autres races. Si maintenant on confrontait des animaux par exemple, prenons le cas d'une vache qui vient de Belgique et une autre qui vient du Japon et qu'on les mettait ensemble, est-ce qu'ils auraient par exemple les mêmes codes linguistiques, les mêmes langages? Est-ce qu'ils pourraient communiquer l'un l'autre? Et du coup avoir les mêmes comportements, ou bien est-ce qu'on verrait qu'il y aurait des différences de comportement en fonction d'une espèce avec une autre espèce d'une autre région? Alors, je ne connais pas de travaux qui ont été faits sur les vaches avec cette question-là, mais j'en connais sur les moutons qui ont été faits avec ces questions-là. Par exemple, sur les moutons, il y a les clown forest, il y a différentes espèces, différentes races, pardon, et on a montré que si globalement il y avait tout un tas de patterns qui sont identiques, en fait, il faut réaliser aussi que la domestication, elle a très peu influencé ces animaux. Par exemple, littéralement, le panel comportemental d'une poule, il est quasiment identique à celui de la souche sauvage. Par exemple, on sait que si vous prenez un petit clown... il y a quoi d'autre comme race de mouton? Il y a un nombre incalculable de races et j'en trouve plus. Bon bref, si on prend un petit d'une espèce et qu'on le fait grandir par la mère d'une autre espèce, qu'elle le prend petit et qu'elle l'élève, il aura toute la palette, il aura des spécificités de cette espèce-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas manger les mêmes plantes, de cette race, pardon. Il ne va pas manger les mêmes plantes, il ne va pas exactement fonctionner, il n'aura pas les mêmes budgets de temps de la journée, etc. Il va se coller à sa mère. Et il y a eu des études même cross-spécifiques qui ont été faites chèvre-mouton, où on a montré que les chèvres vont développer un peu plus de comportement de mouton, et à l'âge adulte, c'est des animaux, les mâles iront plutôt chercher des brebis, par exemple, alors que c'est des boucs. Et donc, oui, il va y avoir, on va dire, il y a un panel comportemental qui est assez identique, et après, il y aura des variations plus ou moins, soit culturelles, si les animaux sont très proches, et après, c'est des races qui ont évolué dans des environnements différents. Dans ce cas-là, il peut y avoir des choses plus importantes. Par exemple, les souches domestiques actuelles sont généralement beaucoup moins néophobes, c'est-à-dire elles ont moins peur de la nouveauté que les animaux sauvages. Ils sont souvent plus vocales. Par exemple, les moutons domestiques sont beaucoup plus vocales que toutes les variétés qui peuvent être encore semi-sauvages ou sauvages parce qu'ils n'ont plus de prédateurs. Ils vont être souvent beaucoup plus, enfin par l'homme, ils vont être beaucoup plus sociaux aussi souvent. Donc voilà.
Donc, tu as pris en exemple des animaux de la ferme qui sont souvent exploités, donc les poules en priorité, hein, en termes de nombre, les bovins, etc. Est-ce que tu as des choses sur les lapins? C'est une question qu'on me pose souvent. Non. Voilà, on va aller Merci. direct. Et c'est pas moi qui n'ai rien sur les lapins, on n'a rien sur les lapins globalement. C'est-à-dire que personne aujourd'hui travaille sur les lapins. L'INRA a une cellule qui travaille dessus. Donc l'INRA, c'est l'Institut national de recherche agroalimentaire en France. L'INRA travaille sur un truc, mais pas du tout sur de la cognition. Parce que je connais un peu les gens qui bossent dessus à l'INRA, mais pas du tout sur de... Et en fait, on n'a que dalle. Quand j'ai préparé le bouquin en question, j'ai voulu mettre les lapins dedans. J'ai des dossiers organisés où j'ai tout sur les lapins, j'ai 5 études. Sur les autres, sur les poules, j'en ai 800. Pour donner une comparaison. Voilà. Personne ne travaille sur la cognition des lapins, il n'y a presque rien. Et le peu qu'on a, c'est des trucs extrêmement basiques. Je m'excuse de reprendre la parole, mais moi je vais vous dire quelque chose qui est plutôt de l'ordre des généralités. Mais quand on voit l'extraordinaire imagination des chercheurs pour trouver des méthodes d'analyse, de faire le design expérimental, je trouve que votre magnifique conférence est une ode à la recherche scientifique et à l'imagination des chercheurs pour évoquer des hypothèses, les confirmer, les infirmer, les contourner. Et ça, c'est vraiment une belle leçon de la méthode scientifique. Je vous remercie, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi aussi. C'est-à-dire que je n'aime pas l'idée de juste donner des résultats et qu'on ne sache pas comment on les obtient. C'est important de savoir comment on les obtient et aussi que... Alors, celle-ci, je n'ai pas encore eu le temps de mettre à jour le fait que de plus en plus, j'essaie de mettre les photos des gens qui ont travaillé sur ces publications. Par exemple, j'interviens pour des scolaires demain et après-demain sur la question des abeilles. Et là, on a vraiment toutes les photos de tout le monde qui a travaillé dessus. Et effectivement, moi, c'est aussi une des choses que j'ai découvertes là-dessus. Je suis arrivé par là parce que les animaux m'intéressaient. Mais effectivement, quand j'ai commencé à découvrir en détail comment les travaux étaient faits, c'est extrêmement fascinant. Ceux-ci sont assez dingues. Si vous voyez ce que j'ai sur les abeilles, c'est encore plus fou parce que les abeilles, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a un souci avec les abeilles, c'est que leurs yeux sont différents des nôtres, très différents, et que si vous voulez faire de l'apprentissage visuel avec les abeilles qui sont extrêmement fortes pour ça, vous ne pouvez pas les immobiliser parce que les abeilles voient la 3 dimensions par la parallaxe, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de bouger pour voir s'il y a une profondeur sur quelque chose à cause de leurs yeux. Et donc, si vous immobilisez des abeilles pour leur faire tester un truc, elles verront rien. Enfin, elles verront en 2D, en 2 dimensions. Par conséquent, si vous voulez travailler avec des abeilles sur tout ce qui va être de ce qu'on appelle de la cognition visuelle, qui est vraiment un des travaux principaux sur les abeilles aujourd'hui, et ben vous êtes obligé de les laisser libres. Donc, vous êtes obligé de trouver des protocoles où l'animal va volontairement venir faire les expériences. Et cet été, j'étais à Toulouse, où on a un des plus grands labos là-dessus. C'est eux qui ont fait les recherches... certaines des recherches les plus impressionnantes. Et j'ai pu voir comment ils faisaient. Et moi, je pensais qu'ils amenaient les abeilles dans un tube et ils les rentraient dans un labyrinthe. Que dalle! Il y a les ruchiers un peu plus loin dans le champ. Et l'abeille, en fait, j'ai discuté avec la doctorante, elle me disait, l'abeille, elle revient toutes les 3 minutes, chrono, pour chercher à manger. Et du coup, effectivement, elle regarde, elle fait, OK, elle devrait arriver. Et là, je vous jure, ce que je vous dis est vrai. L'abeille arrive. Elle ouvre le truc de plexiglas pour entrer dans le labyrinthe, l'abeille rentre dans le labyrinthe, elle ferme, l'abeille va, elle fait son truc, elle mange sa récompense, elle sort, elle repart, et la doctorante, elle relance le chrono. Mais vraiment, je l'ai en vidéo dans ma conférence sur les abeilles, vraiment, elle l'ouvre, et juste, elle la guide un peu avec le vent, quoi, mais l'autre, elle vient d'elle-même. Et justement, elle me disait, ils ont plein de problèmes de frelons asiatiques là-bas, et elle me disait, si au bout de 3 minutes 30, elle n'est pas revenue, je vais là-bas, parce que ça veut dire qu'il y a un frelon asiatique devant la ruche qui les empêche de sortir. Et effectivement, invariablement, il y avait un frelon asiatique devant la ruche. C'est incroyable, incroyable. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais merci infiniment Sébastien. Merci.